Je m'appelle Vivian Porter. La plupart des gens de ce quartier résidentiel me connaissent comme l'épouse de Derek, un cadre moyen dans une entreprise de distribution logistique réputée. Pour les voisins, ma vie semble stable et respectable. Mais dans la pièce de 15 pieds sur 20 à l'arrière de cette maison, une nouvelle réalité brutale émerge. C'est dans cette cuisine que je suis à la fois le chef et le manœuvre. J'essaie de compenser les déficits financiers de notre famille. La chaleur des 4 brûleurs de la cuisinière, allumée depuis avant l'aube, se répandait dans tous les coins de la pièce. L'arôme de la poitrine de bœuf fumée, de l'ail rôti et du riche jus de bœuf se mélangeait, s'accrochant à mon tablier, mes vêtements et mes cheveux. C'est ma cuisine de traiteur, une entreprise à domicile que j'ai lentement construite à partir de rien avec les dernières économies personnelles laissées par mon feu père. De l'autre côté de la table de préparation en acier inoxydable, ma seule assistante et employée, Linda, s'affairait à emballer des centaines de repas en boîte dans de grands sacs en plastique. Ses mains bougeaient rapidement et habilement, sans une seule plainte. Linda est à mes côtés depuis que l'activité de traiteur a commencé, à l'époque où Derek méprisait toujours mes efforts. Mon mari a toujours pensé qu'une entreprise de traiteur était une perte de temps pour les femmes qui n'avaient pas un travail de bureau prestigieux. Derek se bouchait souvent le nez lorsqu'il entrait dans une pièce, se plaignant de l'odeur d'oignon qui me collait à la peau. Mais il n'avait aucune idée que c'était grâce à cette cuisine étroite qu'il détestait tant que je payais la facture d'électricité, achetais les courses et couvrais les dépenses courantes. Alors que son salaire suffisait à peine à payer les mensualités de sa voiture de luxe et sa montre de designer personnel. Vivian, les repas d'entreprise sont prêts. Il ne nous reste plus qu'à les attacher et à attendre la camionnette de livraison, a rapporté Linda, en essuyant la sueur de son front avec le dos de sa main. Sa respiration était un peu lourde après avoir travaillé non-stop depuis le matin. J'ai hoché la tête lentement en éteignant le dernier brûleur et en plaçant la grande poêle dans l'évier. Merci beaucoup, Linda. Va te reposer un peu devant le ventilateur. Je vais m'occuper du reste des légumes. Quand la camionnette de livraison arrivera pour récupérer les commandes, tu pourras rentrer directement chez toi. Nous fermons tôt aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres commandes pour l'après-midi. Linda m'a regardé avec un sourire taquin qui a plissé ses yeux. C'est très inhabituel pour toi de vouloir fermer tôt. Oh, je viens de me rappeler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de Derek et toi. Vous avez dû planifier un dîner romantique rien que tous les deux dans un restaurant chic. Cette tenue que tu as achetée hier va définitivement être portée ce soir. J'ai juste souri faiblement en réponse à la remarque de mon assistante. Aujourd'hui marque en effet mon 5e anniversaire de mariage avec Derek. J'avais fait une réservation dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme 2 semaines à l'avance. J'avais même mis de côté une partie des bénéfices de traiteur de ce mois-ci pour acheter cette chemise habillée coûteuse que Derek lorgnait depuis longtemps. J'espérais profondément que ce soir serait le moment de raviver notre relation, devenue froide et maladroite ces derniers temps. Derek rentrait plus tard à la maison, me regardait rarement dans les yeux quand je lui parlais et utilisait toujours la fatigue comme prétexte chaque fois que j'essayais de discuter de la direction de notre mariage. Mon téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, a soudainement vibré pendant un long moment. L'écran affichait le nom de mon mari. Mon cœur a battu un peu plus vite que d'habitude. L'espoir a jailli dans ma poitrine. Je me suis rapidement lavé les mains avec du savon, je les ai essuyées avec une serviette propre et j'ai répondu au téléphone avec un sourire forcé sur les lèvres. Salut, chérie. Tu rentres cet après-midi? J'ai fini de préparer les commandes dans la cuisine et je vais me doucher et me préparer dès maintenant. On prend une seule voiture depuis la maison. Ai-je dit, en entamant la conversation, essayant d'avoir l'air aussi joyeuse que possible, mais la réponse à l'autre bout du fil a immédiatement effacé le sourire de mon visage. La voix de Derek semblait lourde, précipitée, tranchante et sèche. Vivian, je ne peux pas rentrer tôt aujourd'hui. Ne m'attends pas pour le dîner. Annule la réservation du restaurant tout de suite avant qu'on nous facture des frais d'annulation, a dit Derek de manière décisive. Ma main qui agrippait le bord du comptoir est soudainement devenue glacée. Annulé? Mais aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. J'ai réservé cet endroit il y a longtemps et j'ai déjà payé la compte. Ton travail de ce soir ne peut-il pas être reporté ou délégué à un subordonné? Tu ne comprends jamais le travail en entreprise. La voix de Derek a augmenté d'un ton, hurlant jusqu'à me faire tinter les oreilles. J'ai une réunion d'urgence avec Monsieur Yates.
Le grand patron a convoqué tous les cadres de cette division parce qu'il y a un problème avec les données d'expédition. Il s'agit de l'avenir de ma carrière. Vivian, si je me fais virer, tu vas vraiment utiliser l'argent de tes boîtes repas pour me sortir d'affaires? Arrête de pleurnicher comme une enfant. Allez, n'appelle plus. Je suis en réunion. La communication s'est coupée brutalement avant que je ne puisse expliquer que j'avais juste besoin d'un tout petit peu de temps. Je suis resté paralysé, fixant l'écran du téléphone, désormais complètement noir. Une désagréable sensation d'étouffement pesait lourdement sur ma poitrine, me rendant la respiration difficile. Ce n'était pas la première fois qu'il me rejetait froidement. Mais comme aujourd'hui était notre jour spécial, la douleur était multipliée. Remarquant le changement dans mon expression, Linda a baissé la tête, faisant semblant d'être occupée à organiser les cartons, trop effrayée pour demander quoi que ce soit. 1 heure plus tard, Linda est rentrée chez elle avec la camionnette de livraison. Je m'assis seul à la table de la salle à manger, qui me semblait bien trop grande pour moi. La maison semblait soudain très calme et étouffante. La tristesse montante signifiait que j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier. J'ai ouvert mes contacts et j'ai appuyé sur le nom de Samantha. Ma meilleure amie. Nous étions amis depuis notre première année d'université. Nous partagions une chambre de dortoir, partagions des vêtements et connaissions tous les secrets de l'autre. Samantha était mon exact opposé. C'était une femme qui réussissait dans le marketing d'entreprise, célibataire, toujours élégante avec des marques de designer, et elle comprenait toutes mes inquiétudes. Chaque fois que la grossièreté de Derek me blessait, Samantha était toujours mon ancrage émotionnel. Après une longue série de sonneries, on a répondu à l'appel. Bonjour, ma chère Vivian. Que se passe-t-il? C'est très inhabituel que tu appelles si tard dans l'après-midi, a salué Samantha de sa voix douce et familière. Cependant, quelque chose était un peu étrange. J'ai entendu un léger écho de sa voix depuis l'endroit où elle se trouvait. Sa voix résonnait doucement, comme si elle se trouvait dans une pièce très calme et moquettée. Samantha, tu es occupée? J'ai besoin de parler à quelqu'un, ai-je dit doucement, m'efforçant d'empêcher ma voix de trembler et refoulant mes larmes. Oh mon Dieu, tu as l'air si triste. Il s'est encore passé quelque chose avec Derek? D'accord, prends ton temps et raconte-moi. Je suis à mon spa de luxe habituel, j'attends mon tour pour un gommage corporel complet, donc j'ai tout mon temps pour écouter tes soucis, a répondu Samantha d'un ton très compatissant. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai raconté comment Derek avait annulé rudement nos projets de dîner d'anniversaire parce qu'il avait une réunion d'urgence avec Monsieur Yates. J'ai déversé toute ma fatigue de devoir faire face à l'attitude de plus en plus condescendante et irrespectueuse de Derek envers ma présence dans cette maison. Vivian, écoute-moi attentivement, a dit Samantha, sonnant comme un conseiller conjugal. En tant qu'épouse, tu dois être plus patiente. Derek est un homme travailleur. Il a annulé ton événement, non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il bâtit un avenir pour vous deux. Monsieur Yates est connu pour être un patron très exigeant. Il est tout à fait compréhensible que Derek se sente souvent stressé et passe involontairement sa colère sur toi. Tu ne devrais pas monter cela en épingle et déclencher une dispute. Sois une épouse intelligente pour faire plaisir à ton mari. Tu comprends ce que je veux dire? En écoutant les conseils au marteau-piqueur de Samantha, mon cœur ne s'est curieusement pas calmé comme il le faisait d'habitude. Le ton de ces mots semblait justifier les actes de Derek, mais je me suis forcé à être d'accord avec elle. Oui, Samantha, tu as peut-être raison. Je demande peut-être trop de son temps. Merci d'avoir écouté mes soucis. Je suis désolé d'avoir interrompu ton moment de détente. Il n'y a aucun problème, Vivian. Nous sommes comme des sœurs. Tu peux m'appeler quand tu veux. Au revoir maintenant. Le spécialiste du spa vient de m'appeler dans la cabine. Repose-toi à la maison. Ne réfléchis pas trop. Après la fin de l'appel avec Samantha, j'ai posé mon téléphone sur la table en bois. Mes yeux étaient rivés sur l'horloge qui égrenait les secondes au mur. Quelque chose me rongeait, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer logiquement. Mais un instinct de femme me disait que quelque chose ne allait pas dans cette conversation. L'écho de la voix au téléphone de Samantha ne ressemblait pas du tout à un spa. Notre salon haut de gamme habituel diffusait toujours une musique relaxante avec des instruments acoustiques et était rempli des douces conversations du personnel. La pièce dans laquelle se trouvait Samantha semblait bien trop silencieuse. Inconsciemment,
ma main s'est à nouveau tendue vers mon téléphone. Mes doigts ont glissé pour ouvrir l'application de géolocalisation par satellite qui y était préinstallée. J'avais à l'origine installé cette application sur tous les téléphones des membres de ma famille lorsque mon père était encore en vie et fréquemment malade, afin que nous puissions facilement suivre sa position lorsqu'il voyageait. Derek était très indifférent à ce genre de technologie et n'ouvrait presque jamais l'application. Si bien qu'il oubliait toujours de désactiver la fonction de partage de position. J'ai fixé l'écran, laissant la carte routière se charger. Le point bleu indiquait que mon téléphone était à la maison. Puis mes yeux ont balayé la carte à la recherche du point rouge indiquant l'emplacement du téléphone de Derek. Mon cœur a bondi lorsque j'ai vu la position de mon mari sur la carte numérique. Le point rouge ne se trouvait pas dans le bâtiment de bureau où se trouvait l'entreprise de Monsieur Yates. C'était à des dizaines de kilomètres de là. La position actuelle de Derek indiquait un hôtel de luxe 5 étoiles dans le quartier des divertissements du centre-ville. Quel genre de réunion d'urgence cruciale se tient dans une chambre d'hôtel 5 étoiles à 17 heures? Ai-je murmuré pour moi-même. Ma respiration a commencé à devenir lourde. Mes mains ont commencé à trembler en tenant le téléphone. La curiosité mêlée à un sombre soupçon a commencé à empoisonner mon esprit. Samantha et moi partagions également nos positions sur la même application depuis que nous avions fait un voyage en voiture hors de l'État ensemble l'année dernière par sécurité, et nous ne nous étions jamais donné la peine de la désactiver. Les mains de plus en plus glacées, j'ai fait défiler la carte sur l'écran de mon téléphone, cherchant le point vert indiquant l'emplacement du téléphone de Samantha. Je continuais de prier en silence, espérant voir le point vert dans le quartier commerçant haut de gamme où se trouvait son spa préféré. J'espérais désespérément que mes soupçons étaient faux. Je suppliais Dieu que mon esprit épuisé ne créait qu'une illusion de peur excessive. Cependant, la réalité m'a giflé au visage sans pitié. Le point vert de ma meilleure amie n'était pas dans le quartier du spa. Il était directement au-dessus du point rouge de mon mari. Leurs emplacements se chevauchaient parfaitement. Leurs mouvements réguliers montraient qu'ils se trouvaient dans le même bâtiment, au même étage, dans la même pièce. Tous deux se trouvaient dans cet hôtel de luxe exactement au même moment, après que chacun d'eux m'avait débité des mensonges élaborés avec des prétextes différents. Mon monde a semblé s'effondrer en un instant. Mais le plus surprenant fut ma propre réaction. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sangloté ni jeté d'objets. Pas une seule larme n'est tombée de mes yeux. Ce que je ressentais en ce moment n'était pas de la tristesse ou le chagrin d'être abandonné, mais une fureur glaciale qui pétrifiait lentement toutes mes émotions. Pendant des années, j'avais servi dans cette maison, réprimant tous mes propres désirs, endurant tous les abus et le mépris de mon mari pour préserver notre mariage. Pendant des années, j'avais aussi fait confiance à ma meilleure amie, lui révélant chaque faiblesse et chaque secret de mon mariage. Il s'avérait que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance et que j'aimais le plus au monde riaient de ma stupidité dans mon dos. Je me suis levé de la chaise de la salle à manger en la repoussant doucement. Je suis entré dans la chambre principale, j'ai attrapé mon sac à main de marque J et fourré mon téléphone et mes clés de voiture. Je n'allais pas les insulter par message texte. Je n'allais pas leur donner une chance d'inventer d'autres mensonges. J'allais être là, témoin de leurs actes de mes propres yeux, et démolir la scène qu'ils avaient construite. Ce soir, mon 5e anniversaire de mariage n'était pas du tout annulé. Le plan avait juste changé et le lieu avait changé aussi. Je suis sorti de la maison et j'ai verrouillé la porte à double tour. Le trajet jusqu'à l'hôtel 5 étoiles m'a semblé être une lente condamnation à mort. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient devenues blanches et rigides. L'air frais de la climatisation de la voiture touchait ma peau, mais il ne faisait rien pour apaiser la sensation de brûlure dans ma poitrine. Les lampadaires de la ville ont commencé à s'éclairer, brillant à travers la vitre, fusionnant avec chaque rotation des pneus alors que je me faufilais dans la circulation de fin d'après-midi. Tout au long du trajet, mon esprit a été inondé de milliers de souvenirs de mes 5 ans avec Derek. Je me suis rappelé tous mes sacrifices. Je me suis souvenu de chaque goutte de sueur que j'avais versée dans la cuisine de traiteur pour compenser notre déficit alimentaire. Je me suis souvenu de chaque insulte et de chaque regard dédaigneux de Derek que j'avais toujours avalé tout cru pour maintenir mon statut d'épouse dévouée. Et maintenant, un jour qui était censé être une célébration de notre amour, mon mari faisait la fête dans une chambre d'hôtel de luxe avec la femme en qui j'avais le plus confiance au monde. Ma meilleure amie, la femme qui essuyait souvent mes larmes et me réconfortait avec des mots doux. Ma voiture s'est arrêtée sur le parking du magnifique hôtel. L'immeuble imposant, aux murs de verre, semblait incroyablement intimidant.
Il semblait se moquer de mon apparence. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Mon visage était pâle et entièrement dépourvu de maquillage. Mes cheveux étaient simplement attachés en arrière, et je portais une simple chemise à manches longues qui portait encore une légère odeur d'épices de cuisine. C'était un contraste saisissant avec le glamour et la splendeur de cet endroit. Cependant, le sentiment d'infériorité a disparu, remplacé par une détermination forte et froide. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché d'un pas ferme à travers les portes automatiques en verre dans le hall. L'air à l'intérieur était étrangement glacial, véhiculant une légère odeur de désodorisant coûteux qui m'a donné la nausée. Plusieurs personnes bien habillées portant des accessoires de valeur sont passées à côté de moi. J'ai ignoré leur regard et je suis allé droit vers la réception. Une jeune femme en uniforme impeccable m'a accueilli avec un sourire poli. « Bonsoir, madame. Comment puis-je vous aider ?» Je l'ai regardée avec une expression urgente. « Bonsoir. Je suis l'épouse de monsieur Derek Porter. Mon mari séjourne ici, mais il a oublié son traitement cardiaque crucial à la maison. Je dois lui donner ce médicament immédiatement. S'il vous plaît, dites-moi dans quelle chambre il se trouve. Voici ma carte d'identité et une photo de notre certificat de mariage pour le prouver. » Je lui ai tendu mon permis de conduire et j'ai ouvert la galerie photo de mon téléphone, lui montrant la photo du certificat de mariage que je gardais toujours. La réceptionniste a hésité un instant. Ses yeux se sont déplacés de son écran d'ordinateur vers ma carte d'identité. « Je suis vraiment désolé, madame. Normalement, nous devons d'abord demander l'autorisation du client, a dit l'agente d'un ton prudent. Je me suis penché en avant, la regardant avec une expression suppliante mais très ferme. S'il vous plaît, si je l'appelle, il sera définitivement très énervé. Ce médicament est critique pour sa santé. J'ai juste besoin de son numéro de chambre. Je vais monter directement et le lui tendre à la porte. S'il vous plaît, ne laissez rien arriver à mon mari dans cet hôtel. » En entendant mon ton sérieux, l'agente a finalement poussé un doux soupir et a hoché la tête. « Oui, madame Porter. Monsieur Derek est enregistré dans la chambre 069 au 6e étage. Vous pouvez utiliser les ascenseurs sur la droite. »« Merci beaucoup, » ai-je répondu brièvement. Je me suis immédiatement retourné et j'ai marché vers la batterie de portes d'ascenseur métalliques. Lorsque les portes métalliques se sont ouvertes, je suis entré à l'intérieur. Les numéros d'étage rouges au-dessus de la porte continuaient d'augmenter comme s'ils comptaient le temps restant de ma stupidité. 2e étage, 3e étage. 4e étage. Ma respiration a commencé à devenir lourde. Mon cœur battait si fort qu'il me semblait qu'il allait sortir de ma poitrine. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 6e étage. Un long couloir moquetté de rouge foncé m'accueillit. L'étage était d'un silence inquiet. Seul le bruit de mes pas étouffés par la moquette se faisait entendre. Mes yeux ont suivi les numéros sur chaque porte en bois sombre poli. 065-067. Et finalement, mes pas se sont arrêtés juste devant une porte au numéro en laiton brillant. 069. Je suis resté pétrifié devant la porte. Derrière cette épaisse porte en bois, les deux personnes qui m'avaient le plus blessé étaient juste là. Mes mains tremblaient lorsque j'ai fouillé dans mon sac à main et sorti mon téléphone. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer pour que ma voix ne me trahisse pas. J'ai ouvert mon application de contact, j'ai trouvé Derek et j'ai appuyé sur le bouton d'appel. De derrière la porte de la chambre 069, je pouvais entendre la sonnerie du téléphone portable de mon mari retentir très doucement. C'était une sonnerie familière. Quelques secondes plus tard, l'appel s'est connecté. La voix de Derek est sortie du haut-parleur de mon téléphone, résonnant à travers la fente de la porte juste devant moi. Sa voix était pleine d'agacement et de colère contenue. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Vivian ? Je t'ai dit de ne plus appeler. Je suis en réunion avec la direction de l'entreprise. Tu ne comprends vraiment pas la langue humaine ? Mon mari m'a-t-il lancé impitoyablement. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant d'absorber chaque mot blessant. Puis j'ai ouvert les yeux en fixant directement le numéro de chambre sur la porte, d'une voix très calme, glaciale et presque émotionnelle. Je lui ai répondu, « Oui, je suis désolé, monsieur. Je ne vous dérangerai plus. » J'ai immédiatement raccroché. Pas une seule larme n'est tombée. Soudain, j'ai entendu les roues grincer d'un chariot de service s'approchant doucement du fond du couloir. Un serveur de l'hôtel en uniforme propre est arrivé,
poussant un chariot plein de nourriture et une bouteille de vin coûteux. Le serveur s'est arrêté juste à côté de moi, me regardant d'un air interrogateur. Service d'étage pour la chambre 069. Madame, êtes-vous cliente dans cette chambre? A demandé poliment le jeune serveur. J'ai secoué la tête lentement et j'ai reculé de quelques pas, me cachant dans l'ombre légère du mur du couloir. Non, je suis juste une visiteuse. Allez-y. Le serveur a hoché la tête et a frappé 3 coups à la porte devant lui, annonçant qu'il était prêt à servir. J'ai immédiatement sorti mon téléphone, ouvert l'application appareil photo, basculé en mode vidéo et pointé l'objectif directement sur la porte qui était sur le point de s'ouvrir. Mes mains, qui avaient tremblé tout du long, sont soudainement devenues incroyablement stables, comme alimentées par mon propre chagrin. La porte de la chambre s'est lentement ouverte vers l'intérieur. De là où je me tenais, l'objectif de la caméra a tout capturé avec une clarté cristalline. Debout sur le pas de la porte, faisant face au serveur, se trouvait Derek. Mon mari ne portait pas sa chemise habillée ni la tenue soignée de quelqu'un en réunion d'entreprise. Il ne portait qu'un épais peignoir blanc imprimé du logo de l'hôtel. Ses cheveux avaient l'air un peu ébouriffés. Mais ce n'est pas cela qui a arrêté net mon monde de tourner. À travers la porte grande ouverte, mon regard s'est projeté dans la pièce. Là, appuyée contre le bord du grand lit défait, se trouvait Samantha. Ma meilleure amie portait également le même peignoir que Derek. Elle tenait un grand verre à vin dans sa main gauche et souriait largement vers le dos de mon mari. Son visage, que je voyais habituellement rempli de compassion lorsqu'elle écoutait mes peines, semblait maintenant suffisant et condescendant. « Mettez rapidement la nourriture sur la table, monsieur », a dit Derek au serveur. J'ai retenu mon souffle. J'ai continué à enregistrer chaque seconde de la scène, capturant le visage de mon mari, capturant la présence de ma meilleure amie. Capturant le doux rire de Samantha résonnant dans cette pièce luxueuse. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, brisé si complètement qu'il ne restait plus un seul morceau intact. Mais en même temps, ces fragments se sont forgés ensemble pour former une épée tranchante. Le serveur est parti en s'inclinant poliment, et Derek a immédiatement refermé la porte hermétiquement. J'ai baissé mon téléphone. L'écran affichait une vidéo parfaite de 2 minutes. Une preuve irréfutable. Peu importait le nombre de mensonges qu'ils essaieraient de débiter, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la porte numéro 069. Beaucoup de femmes auraient probablement frappé fort à la porte, hurlé de manière hystérique, tiré les cheveux de leur meilleur ami ou pleuré, exigeant des explications de leur mari. Mais pas moi. Si je faisais un scandale ici, Derek trouverait 1000 excuses pour me rejeter la faute, exactement comme il l'avait toujours fait ces 5 dernières années. Si je perdais mon sang-froid maintenant, j'aurais juste l'air d'une femme folle se ridiculisant devant tout le monde. Se racle la gorge, j'ai remis mon téléphone dans mon sac lentement et soigneusement. Je me suis retourné et je me suis éloigné de la chambre le long du couloir moquetté de rouge foncé. Chaque pas que je faisais m'apportait un sentiment de paix plus grand. Mon amour pour Derek, ma confiance en Samantha. Tout était mort et enterré devant la porte numéro 069. Alors que j'entrais dans l'ascenseur et regardais les portes métalliques se refermer, je me suis fait une promesse. Je ne les laisserai pas vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Je les détruirai lentement. J'enlèverai l'arrogance de Derek et le faux sourire de Samantha. Il pensait que j'étais juste une femme faible qui ne savait que cuisiner. Il se trompait lourdement. Le jeu venait de commencer. Et je m'assurais que tous les deux perdent tout. Ce soir, c'était notre anniversaire de mariage, et c'était le cadeau le plus spécial que j'ai jamais reçu. Le cadeau de la vérité qui amorcerait leur chute. J'ai fixé mon reflet froid et sans émotion dans le miroir de l'ascenseur, me préparant à un nouveau chapitre de ma vie. J'ai conduit à travers les rues vides de la ville la nuit, perdu dans mes pensées. Cependant, mon cœur était aussi froid que de la glace. Pas une seule larme n'a coulé sur mes joues. La douleur d'avoir été trahi s'était transformée en une solide couche de défense. Quand je suis rentré à la maison, je me suis lavé et je me suis allongé sur le lit. Mon dos était tourné vers le côté du lit où mon mari dormait habituellement. J'ai fermé les yeux, réglant ma respiration pour faire croire que je dormais à poing fermé. Vers minuit, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Le son familier des pas s'est approché. L'odeur d'alcool et le parfum de femme persistant m'ont sauté au nez alors que Derek s'allongeait à côté de moi. Il ne m'a pas touché, n'a pas demandé comment j'allais et s'est endormi en ronflant après seulement quelques minutes. J'ai ouvert les yeux dans le noir,
fixant le dos de mon mari avec un sentiment de dégoût montant dans ma gorge. L'homme qui dormait profondément à côté de moi n'était plus l'homme que j'avais épousé il y a 5 ans. C'était un ennemi que je devais détruire de mes propres mains. Ce matin-là, j'ai joué le rôle de l'épouse obéissante et stupide à la perfection. Je me suis réveillé tôt, j'ai préparé ses vêtements de travail et j'ai cuisiné son petit déjeuner préféré au bacon et aux œufs. Quand Derek s'est assis à la table de la salle à manger, son visage semblait frais et confiant. Il n'y avait aucun signe de culpabilité dans ses yeux. « La nourriture que tu as cuisinée aujourd'hui est un peu trop salée, Vivian, a dit Derek en posant sa fourchette. Il a bu une gorgée de café noir et m'a regardé avec mépris. Oh, c'est vrai. À propos d'hier soir. Je suis vraiment désolé. La réunion avec Monsieur Yates a joué les prolongations de manière intense jusqu'à tard dans la nuit. Le grand patron est très exigeant. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? J'ai souri légèrement. Un faux sourire que je me suis forcé à faire. Ce n'est rien, chérie. Je comprends ta situation. Ton travail et ta carrière sont beaucoup plus importants. Nous pourrons fêter notre anniversaire quand tu seras libre. Derek a reniflé doucement, semblant satisfait de mon accord. C'est bien que tu me comprennes. Sois une épouse soutenante, pas une épouse exigeante. Je pars maintenant. Le programme de travail aujourd'hui au bureau est très chargé. J'ai embrassé le dos de sa main lorsqu'il a dit au revoir, puis je l'ai raccompagné jusqu'au portail de la maison. Dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, le sourire sur mon visage s'est évanoui. Je me suis précipité dans la maison et j'ai verrouillé la porte à double tour. Quelque chose me tracassait depuis hier soir. Le mode de vie récent de Derek. Des hôtels 5 étoiles, commander des repas coûteux en chambre, sans parler de son apparence de plus en plus soignée. Où trouvait-il l'argent pour payer tout ce luxe et une maîtresse? Le salaire d'un cadre moyen ne suffisait pas à couvrir un mode de vie pareil. Un mauvais pressentiment m'a poussé vers la chambre principale. J'ai ouvert le placard, soulevé les couvertures épaisses au fond et j'ai trouvé un petit coffre-fort encastré dans le sol. J'ai entré le code secret. La porte en acier de 2 pouces d'épaisseur s'est ouverte. Mes yeux se sont immédiatement focalisés sur l'intérieur de la boîte. Il y avait quelques bijoux en or que ma mère m'avait laissés, un compte d'épargne de réserve et quelques documents du registre du comté. Cependant, l'article le plus précieux qui aurait dû s'y trouver avait disparu. Une pochette en plastique verte contenant le titre de propriété de la maison que mon feu père m'avait légué s'était envolée. J'ai tout sorti du coffre-fort, mes mains tremblant alors que je cherchais en vain. Soudain, je me suis souvenu d'un incident survenu il y a environ 1 mois. À cette époque, Derek se montrait très gentil. Il m'avait apporté mon plat préféré, puis avait parlé du fait que notre quartier n'était pas sûr parce qu'un voisin avait été cambriolé récemment. Derek avait suggéré de déplacer les documents importants, en particulier le titre de propriété de la maison, dans un coffre-fort spécialisé à la banque, disant que ce serait beaucoup plus sûr. À ce moment-là, je lui faisais confiance à 100% et je lui avais remis le titre sans aucun soupçon. Je suis resté assise, hébétée, sur le sol de la chambre. Ma stupidité avait été exploitée au maximum absolu. Mais pourquoi Derek avait-il pris le titre de ma maison? Cette maison était le seul bien que mon père m'avait laissé. C'était mon sanctuaire s'il m'arrivait quoi que ce soit. Avant que je ne puisse assimiler complètement la perte du titre de propriété, la sonnette a retenti. J'ai rapidement tout remis dans le coffre-fort, je l'ai verrouillé hermétiquement et je me suis lavé le visage pour éviter d'avoir l'air pâle. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai vu Ivy, la sœur cadette de Derek, debout là avec un large sourire, tenant une boîte de pâtisserie. Ivy était une fille gentille et naïve. Elle venait de sortir de l'université et ne comprenait pas complètement la cruauté du monde réel. J'avais une relation assez proche avec elle parce qu'elle n'était pas arrogante comme son frère. Vivian, c'est Ivy qui apporte des pâtisseries de ma boulangerie préférée. Tu es occupée dans la cuisine? A-t-elle salué d'une manière amicale, me tendant la boîte de pâtisserie. Merci, Ivy. L'activité de traiteur est fermée aujourd'hui. Entre donc. Je vais te faire une tasse de thé chaud, ai-je répondu, l'invitant à s'asseoir dans le salon. Tout en dégustant le thé et les pâtisseries, Ivy a commencé à me parler longuement de ses projets pour trouver un emploi. Mais le sujet de la conversation s'est progressivement déplacé vers sa fierté envers son frère aîné. Tu as tellement de chance d'avoir un mari comme Derek, Vivian. Sa carrière décolle vraiment, n'est-ce pas? Hier,
quand Derek s'est arrêté chez maman, il avait l'air si beau. Il portait une montre Rolex de designer. J'ai réussi à vérifier le prix en ligne. Oh mon Dieu, Vivian. C'est presque 10 000 $. Sans parler de ses chaussures en cuir, qui viennent aussi d'un célèbre designer italien. Derek est comme un dirigeant d'entreprise maintenant. Ivy gazouillait les yeux pétillants, totalement inconsciente de l'impact de ses paroles. J'étais abasourdi. Ma main tenant la tasse de thé s'est figée en l'air. Une montre à 10 000 $, des chaussures de designer. Son salaire mensuel était en majeure partie prélevé pour les mensualités de sa voiture et ses dépenses courantes. Oh, c'est vrai? Il ne m'a pas parlé des choses qu'il a achetées ces derniers temps. C'était peut-être une prime de l'entreprise, ai-je répondu, essayant de cacher mon choc. J'ai gardé un ton calme. Oh, la prime a dû être énorme. Derek a aussi dit qu'il prévoyait un investissement immobilier sous la forme d'un condo de luxe. C'est pour cela qu'il est si occupé. Maman était si fière d'entendre cela. Tu dois être ravi, toi aussi. L'innocence de l'histoire d'investissement dans le condo rendait le tableau encore plus clair. Le condo était sans aucun doute préparé pour Samantha. Ma tête a commencé à me faire souffrir le martyre. J'ai juste hoché la tête lentement et j'ai souri faiblement, laissant Ivy finir son thé, dire au revoir et rentrer rapidement chez elle. Après le départ d'Ivy, la maison est redevenue calme. Cependant, mon esprit était en ébullition. Où Derek s'était-il procuré autant d'argent? Une montre valant des milliers de $, des chaussures coûteuses, des chambres d'hôtel de luxe et maintenant des projets d'achat d'un condo. Une nouvelle peur s'est glissée en moi. Ce n'était pas juste une simple liaison. Derek avait forcément fait quelque chose de très illégal. Et la disparition du titre de propriété de ma maison était définitivement liée de près à tous ces luxes bizarres. Alors que je marchais de long en large dans le salon en essayant de donner un sens à tout cela, mon téléphone a vibré. Un nom a clignoté sur l'écran. Lorraine. Lorraine était mon amie d'enfance. Nous avions grandi dans le même quartier. Lorsque la famille de Lorraine a fait face à de sévères difficultés financières et que son père est décédé, mon père a payé tous les frais de scolarité universitaire de Lorraine jusqu'à ce qu'elle soit diplômée. Lorraine respectait profondément ma famille. Elle travaillait maintenant comme agente de crédit senior dans une assez grande banque nationale de la ville. J'ai immédiatement répondu à l'appel. Cependant, la voix de Lorraine à l'autre bout du fil n'était pas aussi joyeuse que d'habitude. Elle parlait dans un chuchotement rapide et apeuré. Vivian, Dieu merci tu as décroché rapidement. Je suis caché dans la salle des archives du bureau. Tu es seul à la maison? Assure-toi que ton mari n'est pas dans les parages, a dit Lorraine précipitamment. Je suis seul à la maison, Lorraine. Que se passe-t-il? Tu as l'air paniqué. Il t'est arrivé quelque chose de grave? Ai-je demandé anxieusement. Mon mauvais pressentiment devenait de plus en plus fort. Un soupir tremblant est venu de l'autre bout de la ligne. Pas à moi, Vivian, à toi. Je pourrais perdre mon emploi pour violation de l'éthique professionnelle en te disant cela, mais je m'en fiche. Je dois ma vie et mon avenir à ton feu père. Je ne laisserai pas sa fille biologique être ruinée par un salaud. Mon cœur battait la chamade. Dis-moi, Lorraine, que s'est-il réellement passé? Il y a une heure, une demande de près de 500 000 $ est arrivée sur mon bureau pour approbation finale. La demande est au nom de ton mari, Derek. Il a utilisé un canal prioritaire spécial via mon supérieur. Mais ce qui m'a fait tiquer sur le document, ce n'est pas le nom de Derek, mais la garantie qu'il a utilisée. Lorraine s'est interrompue, la voix étranglée. La garantie qu'il a utilisée est le titre original de la maison que tu as hérité de ton père, Vivian. Mes jambes ont soudainement dérobé. Je me suis effondré sur le tapis du salon. Mes yeux s'écarquillaient, fixant le mur vide devant moi. 500 000 $. La maison que mon père m'avait laissée servait de garantie. Mais Lorraine, cette maison est à mon nom. Le titre de propriété est à mon nom. Comment la banque a-t-elle pu traiter une demande de prêt sans mon consentement? Je ne suis jamais allé à votre banque et je n'ai jamais signé de document d'approbation, ai-je demandé, la voix tremblante d'une rage imminente. C'est le plus grand problème, Vivian, a chuchoté tristement Lorraine. Dans cette pile de documents se trouve une lettre de consentement du conjoint et une procuration complète signée par toi. Il y a aussi une copie de ta carte d'identité. Ta signature sur les documents semble identique, presque parfaite.
Si je ne te connaissais pas depuis l'enfance et si je ne connaissais pas ton écriture, je l'aurais approuvé. Derek a imité ta signature très habilement. J'ai couvert ma bouche avec ma main, empêchant un gémissement de s'échapper de mes lèvres. Mon mari, l'homme qui avait dormi à côté de moi hier soir, ne se contentait pas de me tromper avec ma meilleure amie, mais volait impitoyablement tout le patrimoine de ma famille. Il avait l'intention de me jeter à la rue sans aucun endroit où aller. Vivian, écoute-moi attentivement. Lorraine a continué, sa voix devenant plus urgente. Derek a continué de faire pression sur notre directeur de succursale, soutenant que les fonds devaient être utilisés immédiatement pour un investissement commercial. Les papiers sont presque finalisés. Je ne peux que faire traîner les choses et trouver des prétextes concernant des erreurs administratives pour gagner du temps, mais mon pouvoir est limité. D'ici 3 jours ou 72 heures au plus tard, le système forcera ce document à être envoyé au siège et les 500 000 $ seront immédiatement virés sur le compte de Derek. Et si les fonds sont débloqués? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse effroyable que j'allais recevoir. Si les fonds sont débloqués, et vu le comportement de Derek, il va définitivement virer l'argent ailleurs immédiatement et sans laver les mains. Si Derek est en défaut sur les paiements mensuels massifs ou s'il s'enfuit, la banque saisira immédiatement ta maison. Tu perdras tout. Vivian, tu dois faire quelque chose. Tu dois arrêter cela légalement avant que les 3 jours ne soient écoulés. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de remplir mes poumons d'autant d'air que possible pour calmer la tempête qui faisait rage dans ma tête. Mes larmes sont enfin tombées, non pas de tristesse, mais sous le coup d'une colère ardente dans ma poitrine. Colère face à la ruse de Derek. Colère face à la trahison de Samantha et colère face à ma propre stupidité. Merci, Lorraine. Merci beaucoup d'avoir pris un risque colossal pour me sauver. Je te promets que ton nom ne sera jamais traîné là-dedans. Est-ce me plaît, garde ce document aussi longtemps que possible. Je vais gérer cela depuis l'extérieur, ai-je dit, ma voix désormais froide et décisive. Fais attention, Vivian. Ton mari est un serpent venimeux. Appelle-moi si tu as besoin de plus de preuves de l'intérieur. Je dois retourner travailler avant que mon patron ne devienne suspect. L'appel a pris fin. Le téléphone dans ma main me semblait brûlant. J'ai essuyé précipitamment les larmes de mes joues. Maintenant, je savais où Derek prévoyait d'obtenir l'argent pour acheter un condo de luxe à Samantha. Il utilisait la maison même liée à mes souvenirs d'enfance. Le sang, la sueur et les larmes de mon père pour financer sa liaison illicite. La tristesse s'était évanouie sans laisser de traces. La peur était morte. Engloutie tout entière par la rage. Je me suis redressé. J'ai fixé mon reflet dans le miroir du salon. Cette femme faible et obéissante avait disparu. Derek et Samantha pensaient pouvoir me duper et me prendre tout ce que j'avais sans combattre. Ils avaient réveillé le mauvais ennemi. J'ai repris mon téléphone et j'ai cherché un nom dans mes contacts. Un homme que mon père respectait le plus dans le monde des affaires, qui avait des relations étendues et ne craignait personne. Monsieur Taylor. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il est temps de rassembler les troupes pour détruire le château de sable que ces deux traîtres sont en train de construire. La vraie bataille vient de commencer. Ma voiture roulait à vive allure dans les rues de la ville, qui commençaient à être encombrées par la circulation. Je n'avais qu'une seule destination, la résidence privée de Monsieur Taylor. C'était le meilleur ami de mon feu père depuis leur jeunesse. Ils avaient construit leur carrière ensemble à partir de rien et traversé des moments difficiles. Finalement, mon père avait décidé de prendre sa retraite pour des raisons de santé et avait choisi de vivre paisiblement dans la maison que Derek ciblait maintenant. Pour Monsieur Taylor, mon père était comme sa propre famille. Pour moi, M. Taylor était comme un second père, protégeant toujours notre famille après le décès de mon père biologique. Arrivé devant la maison de style classique avec un jardin ombragé par des arbres verdoyants, je suis immédiatement sorti de la voiture. Un gardien de sécurité a ouvert le portail et m'a conduite au salon. Monsieur Taylor est rapidement sorti de son bureau. Il avait une 60aine d'années. Ses cheveux étaient complètement blancs. Cependant, sa posture était toujours droite et ses yeux étaient aussi perçants que ceux d'un meurtre. Vivian, ma fille, c'est très inhabituel que tu me rendes visite si tard sans appeler à l'avance. Monsieur Taylor m'a accueilli avec un chaleureux sourire, m'invitant à m'asseoir sur le canapé en bois sculpté du salon. Cependant, son sourire s'est évanoui lorsqu'il a vu mon expression tendue et mes yeux froids. Que se passe-t-il? Tu es pâle. Qu'est-ce que ce salaud t'a fait?
Monsieur Taylor n'avait jamais aimé Derek depuis le début. Lorsque Derek m'a demandé en mariage il y a 5 ans, M. Taylor a été le premier à s'y opposer. Il disait que Derek avait les yeux d'un homme avide et qu'il était un grand comédien. Malheureusement, j'avais été aveuglé par l'amour et les douces paroles de Derek. Maintenant, je devais avaler une pilule amère et admettre que l'intuition de M. Taylor était absolument correcte. Sans perdre de temps, je lui ai tout raconté du début à la fin. Je lui ai parlé du prétexte de la réunion d'urgence. Ma découverte à la porte 69, sa liaison avec ma meilleure amie, et le plus important, son plan cynique de fabriquer ma signature pour utiliser le titre de propriété de la maison héritée de mon père pour un prêt bancaire de 500 000 $. En entendant toute mon explication, M. Taylor a serré la mâchoire. Il a poingé les mains si fort que ses veines saillaient. Il s'est levé du canapé et a parcouru le salon, respirant lourdement. Cette raclure ose toucher à l'héritage de ton père. À qui pense-t-il avoir affaire? Ton père a bâti cette maison avec son sang et sa sueur, et maintenant il veut tout prendre pour entretenir sa maîtresse. La voix de Monsieur Taylor a tonné, remplie de rage. Il m'a fixé. Vivian, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tant que je respirerai, personne ne te mettra à la porte de cette maison. Nous allons écraser ce type jusqu'à ce qu'il n'ose plus jamais montrer son visage. Je n'ai pas peur, Monsieur Taylor. J'ai répondu d'une voix très calme. Je ne suis pas venu ici pour pleurer ou supplier qu'on me protège. Je suis venu ici parce que j'ai besoin de votre aide pour riposter. Je veux que lui et cette femme perdent tout, exactement comme ils ont essayé de tout me voler. En entendant mes paroles, la colère sur le visage de Monsieur Taylor s'est progressivement adoucie. Un sourire raide et fier est apparu sur son visage. Il a hoché la tête lentement. C'est bien la fille de ton père. Forte et inébranlable. Eh bien, dans ce cas, nous ne pouvons pas juste faire appel à un avocat ordinaire. Les avocats ne travaillent que dans les salles d'audience. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse travailler dans l'ombre. Quelqu'un qui puisse exposer tous les crimes de ton mari sans qu'il ne le sache. Monsieur Taylor a immédiatement sorti son téléphone et a appelé quelqu'un. Leur conversation a été brève et utilisait un langage que je ne comprenais pas complètement, comme un code. Après avoir raccroché, Monsieur Taylor m'a regardé. Attends un instant. La personne dont nous avons besoin est en chemin. Environ 30 minutes plus tard, on a frappé à la porte du salon. Un jeune homme est entré. Son apparence était complètement différente de ce que je m'imaginais d'un détective privé. Il portait un t-shirt noir, un jean simple et des lunettes à monture épaisse. Son visage semblait tout à fait ordinaire, le genre de personne qu'on oublierait facilement si on la croisait dans la rue. Cependant, lorsqu'il m'a regardé, j'ai pu voir une intelligence extraordinaire cachée derrière ses lunettes. Vivian, permets-moi de te présenter. Voici Wyatt. C'est un détective privé spécialisé dans les crimes financiers et le piratage de données numériques. Wyatt m'a aidé à enquêter sur le passé d'un partenaire commercial potentiel très suspect. Monsieur Taylor l'a présenté. Wyatt a hoché la tête poliment et m'a serré la main. Bonjour, Madame Porter. M. Taylor m'a fait un bref résumé au téléphone. Commençons. J'ai besoin de son nom complet, de sa date de naissance, de son numéro de sécurité sociale et du nom de l'entreprise pour laquelle votre mari travaille. Je vais fournir toutes les informations demandées immédiatement. Wyatt s'est assis à la table du salon, a ouvert son sac à dos et a sorti un ordinateur portable argenté. Ses doigts ont commencé à glisser sur le clavier à une vitesse incroyable. L'écran de l'ordinateur portable affichait une série de chiffres et de codes qui changeaient rapidement. La plupart des criminels amateurs pensent qu'ils sont intelligents en cachant de l'argent liquide, a dit Wyatt sans quitter l'écran des yeux. Mais ils oublient toujours qu'à notre époque, chaque dollar qui bouge laisse une empreinte numérique. L'argent ne ment jamais, Madame Porter. Une fois qu'il entre dans le système, je peux remonter à ses origines. Le salon est tombé dans le silence pendant un moment. Le seul son était le tapotement de ses doigts sur le clavier. Monsieur Taylor et moi retenions notre souffle, attendant de voir ce que le jeune homme allait découvrir. Voilà. J'y ai accès à l'historique des transactions bancaires de votre mari, a dit Wyatt, brisant le silence. Madame Porter, quel est le salaire mensuel officiel de votre mari en tant que cadre? Environ 8 000 $ par mois. C'est avant impôts et ses mensualités de voiture. J'ai répondu. Wyatt a eu un sourire en coin.
Alors votre mari est un vrai magicien. Au cours des 3 derniers mois, ses dépenses par carte de crédit ont dépassé 15 000 $ par mois. Chambre d'hôtel 5 étoiles, achat de bijoux, montres de luxe et dîner dans des restaurants coûteux. J'ai eu un hoquet de choc. Le chiffre était beaucoup plus élevé que ce que je pensais. Où trouvait-il autant d'argent? Le prêt bancaire dont mon ami a parlé a-t-il déjà été débloqué? Wyatt a répondu rapidement. Le prêt de 500 000 $ est toujours bloqué dans le système d'approbation de la banque. L'argent qu'il utilise depuis tout ce temps provient d'un compte secret. Votre mari a 3 comptes sous d'autres noms qu'il contrôle. Et la source des fonds qui affluent sur ces comptes fantômes est très remarquable. Wyatt a tourné l'ordinateur portable pour que M. Taylor et moi puissions voir l'écran. C'était un graphique complexe de flux de trésorerie reliant plusieurs entreprises. Le flux de fonds le plus important provenait d'un fournisseur de fournitures de bureaux et de papeterie. Cette entreprise vire régulièrement des milliers de dollars chaque semaine sur les comptes fantômes de votre mari, a expliqué Wyatt, en désignant l'une des cases sur l'écran. Après avoir creusé du côté de cette société de fourniture, il s'avère que c'est juste une société écran, une entreprise fictive sans aucun bureau physique réel. Alors d'où cette société écran tire-t-elle son argent? Ai-je demandé en fronçant les sourcils. De l'entreprise pour laquelle votre mari travaille, Madame Porter. L'entreprise de logistique de Monsieur Yates. Wyatt a répondu de manière décisive. Votre mari a l'autorité d'approuver les budgets d'approvisionnement de sa division. Il a créé de fausses factures pour faire croire que son entreprise achète des fournitures à cette société écran. Monsieur Yates a approuvé le décaissement de ces fonds. L'argent va à la société écran, puis revient tout droit dans la poche privée de votre mari. M. Taylor a ri sarcastiquement, détournement de fonds d'entreprise. Ce type n'est pas seulement un escroc qui vole sa femme, mais un voleur qui mange l'entreprise de son propre patron de l'intérieur. Parfait. Mon esprit a dérivé vers les excuses que Derek utilisait souvent lorsqu'il rentrait tard ou annulait des rendez-vous avec moi. Il utilisait toujours le nom de Monsieur Yates, disant qu'il était occupé à gérer les données d'expédition. Il s'avérait qu'il ne travaillait pas dur pour notre famille du tout. Il était occupé à voler l'argent de son propre patron. Il y a une autre chose très importante, Madame Porter, a dit Wyatt, attirant à nouveau mon attention. L'écran de son ordinateur portable affichait désormais une copie numérique d'un document portant un sceau officiel. J'ai suivi le flux de fonds à partir du compte secret. Le mois dernier, une somme massive, plus de 100 000 $, a été virée comme à compte pour un condo de luxe en centre-ville. Le condo, ai-je murmuré, me rappelant les douces paroles de ce matin. Exactement, a hoché la tête Wyatt. Mais ce qui est intéressant, c'est le nom du propriétaire sur le titre de propriété de ce condo de luxe. Votre mari n'a pas utilisé son vrai nom. Il a utilisé le nom d'une autre femme pour éviter les soupçons des autorités. Si son détournement de fonds est découvert, Wyatt a appuyé sur un bouton et le nom du propriétaire a zoomé sur le document. J'ai lu le nom écrit là. Mon cœur s'est senti compressé par une main invisible. Le nom était Samantha. J'ai fermé les yeux très fort. La nausée est revenue en force. Derek a volé l'argent de l'entreprise et a imité ma signature pour voler la maison héritée de mon père. Tout cela pour construire une vie de luxe avec Samantha. Ma meilleure amie a accepté de son plein gré d'utiliser son nom comme façade pour blanchir l'argent sale de mon mari. Tous les deux avaient tout conspiré pour ruiner ma vie si parfaitement. Ces salauds rusés, a sifflé Monsieur Taylor d'une voix basse et menaçante. Vivian, avec cette preuve de détournement de fonds, nous pouvons le dénoncer directement à la police. Comme ça, il pourrira dans une cellule dès aujourd'hui. J'ai ouvert les yeux. Ma colère avait atteint son paroxysme, puis s'était transformée en un calme mortel. J'ai regardé Monsieur Taylor, puis Wyatt. Non, Monsieur Taylor, ai-je dit fermement. Si nous le livrons à la police maintenant, il ira juste en prison et Samantha pourrait s'esquiver avec une grosse somme d'argent. Je ne veux pas le punir si facilement. Monsieur Taylor a haussé un sourcil. Alors quel est ton plan? Derek accorde une très grande valeur à sa carrière et à son statut. Samantha accorde une très grande valeur à l'argent et à une vie de luxe. Je veux les détruire là où ils tirent le plus de fierté. Ai-je dit, mes yeux ne montrant aucune pitié. Wyatt, peux-tu creuser plus profondément? Je veux connaître l'étendue de l'implication de Samantha dans ce montage financier.
Et je veux rassembler suffisamment de preuves pour les montrer directement à Monsieur Yates. Wyatt a ajusté ses lunettes. Les coins de sa bouche se sont courbés en un léger sourire. Madame Porter, donnez-moi 24 heures. Je trouverai chaque message, chaque conversation et chaque sale secret qu'il cache. Pas un seul mensonge ne restera debout. J'ai hoché la tête. Mon armée était rassemblée. La vérité était mise à nu devant mes yeux. Je ne me battais plus dans le noir. Maintenant, c'était leur tour de se préparer à une destruction qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Les 24 heures qui ont suivi ma rencontre avec Monsieur Taylor et Wyatt se sont écoulées dans un supplice agonisant. Le plus dur dans la trahison, ce n'est pas quand on la découvre, c'est quand on doit faire semblant de ne rien savoir devant le traître. Je devais réprimer la rage qui bouillonnait dans ma poitrine chaque fois que je voyais le visage de Derek. Ce matin-là, l'atmosphère à la table de la salle à manger était plus tendue que d'habitude. Derek était assis en face de moi, portant une chemise habillée parfaitement repassée, mangeant son petit déjeuner à la hâte. Ses yeux ne quittaient jamais l'écran de son téléphone et il se mordait occasionnellement la lèvre inférieure. Une vieille habitude qui apparaissait toujours chaque fois qu'il essayait de cacher sa panique. « Je rentre encore tard ce soir », a dit Derek sans me regarder. Ses mains étaient occupées à taper quelque chose sur l'écran de son téléphone. L'audit financier annuel de l'entreprise a lieu après-demain. Monsieur Yates est très strict. Il a ordonné à tous les directeurs de division de réviser leur rapport d'approvisionnement. Cela déterminera ma promotion à la fin de la semaine. J'ai versé de l'eau dans son verre avec des mouvements lents et réguliers. L'audit financier n'a-t-il pas lieu habituellement le mois prochain, chérie? Tu as l'air très stressé. Derek a brusquement arrêté ses mouvements de main. Il m'a fixé comme s'il essayait de deviner si ma question cachait un sous-entendu. Cependant, j'ai réussi à maintenir l'expression la plus innocente et naïve possible. J'affichais l'inquiétude d'une épouse qui se soucie de la charge de travail de son mari. Monsieur Yates a avancé le calendrier parce qu'il veut s'assurer que le nouveau conseil d'administration est complètement propre, a répondu Derek d'un ton légèrement sec, essayant de masquer son anxiété. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de mes affaires de travail. Concentre-toi simplement sur la préparation de la fête ce week-end. Achète une robe convenable et habille-toi correctement. Ne m'affiche pas en amenant une femme qui ressemble à une servante pour rencontrer mes collègues. Ces paroles dures sont sorties de sa bouche sans effort, comme si m'insulter était la chose la plus normale au monde. Dans le passé, des mots comme cela m'auraient fait m'enfermer dans ma chambre et pleurer toute la nuit. Mais aujourd'hui, il n'était rien de plus qu'une brise passagère. L'homme assis en face de moi n'était plus mon mari, mais une cible au bord de l'autodestruction. Oui, chérie. J'ai déjà préparé la tenue la plus appropriée pour ta fête, ai-je répondu avec un sourire forcé. Un sourire cachant 1000 poignards. Après le départ de Derek pour le travail, j'ai rapidement nettoyé la maison et me suis préparé à partir. Mon téléphone a reçu un texto de Wyatt me demandant de venir immédiatement chez Monsieur Taylor. Le détective privé semblait être resté debout toute la nuit à essayer d'infiltrer plus profondément les systèmes de sécurité. Quand je suis arrivé à la maison classique de Monsieur Taylor, j'ai été immédiatement conduite à son bureau privé à l'arrière de la maison. La pièce était remplie d'étagères en bois montant jusqu'au plafond. Monsieur Taylor était assis derrière son imposant bureau. Pendant ce temps, Wyatt s'affairait à disposer plusieurs feuilles imprimées sur une table en verre. « Assieds-toi, Vivian. » Monsieur Taylor m'a accueilli d'une voix grave et sérieuse. Ses yeux montraient qu'il venait de découvrir quelque chose de monumental. « Wyatt a percé le mystère de la raison pour laquelle ton mari est si pressé d'obtenir ce prêt bancaire. » J'ai tiré une chaise et je m'assis en face de Wyatt. Le jeune homme à lunettes semblait beaucoup plus intense qu'hier. « Madame Porter, votre mari est au bord de la faillite, » a dit Wyatt d'un ton détendu. Il m'a tendu une feuille de papier remplie de graphiques de données et de dates. « Hier, nous avons découvert que votre mari avait détourné 300 000 $ de l'entreprise de Monsieur Yates. L'argent a été utilisé pour financer son mode de vie luxueux et payer la compte pour un condo de luxe au nom de Samantha. » J'ai hoché la tête, me souvenant très clairement de la découverte d'hier. Alors, quel est le rapport avec le prêt bancaire utilisant la maison que j'ai héritée comme garantie et l'audit financier de l'entreprise? Wyatt a répondu rapidement. Il y a 1 heure, j'ai piraté le compte de messagerie interne de l'entreprise pour laquelle votre mari travaille. M. Yates a soudainement accéléré le calendrier d'un audit financier complet avant d'annoncer les décisions de promotion.
L'ensemble du grand livre comptable sera strictement scruté par une équipe d'audit externe après-demain. Wyatt a pointé du doigt le chiffre de 300 000 $ sur les papiers. Votre mari panique, Madame Porter. Si l'équipe d'audit vérifie les rapports de sa division après-demain, le déficit de 300 000 $ sera découvert immédiatement. Il ne peut plus manipuler les données parce que Monsieur Yates a engagé des auditeurs externes. S'il se fait prendre, votre mari perd non seulement sa chance d'obtenir une promotion, mais il est jeté en prison immédiatement. J'ai retenu mon souffle. Pas étonnant que Derek ait eu l'air si agité au petit déjeuner. Il menait une course contre la montre pour se sauver. Alors, il a utilisé ma maison, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Exactement, est intervenu Monsieur Taylor avec colère. Ce salaud a imité ta signature pour débloquer un prêt de 500 000 $ auprès de la banque. Son plan est extrêmement rusé. Dès que les 500 000 $ seront débloqués, il va immédiatement revirer 300 000 $ sur le compte de l'entreprise pour couvrir son détournement de fonds. Comme si l'argent de l'entreprise n'avait jamais disparu. Une fois qu'il aura passé l'audit financier et qu'il sera officiellement promu ce week-end, il se dira que sa position est assurée. Et les 200 000 $ restants? Ai-je demandé, exigeant une réponse. Les 200 000 $ restants serviront à éponger le reste du condo de luxe de Samantha, a répondu calmement Wyatt. C'est un acte d'autoconservation sauvagement égoïste. Il sauve sa carrière, offre une vie luxueuse à sa maîtresse et vous laisse adosser à une dette bancaire de 500 000 $. Au moment où la banque saisira la maison de votre père en raison des paiements non honorés, votre mari aura atteint le sommet de sa carrière et aura divorcé de vous, vous laissant sans un sou. Je me suis adossé à ma chaise. Le plan de Derek était propre et impitoyable. Il ne prévoyait pas seulement de m'abandonner. Il prévoyait de me saigner à blanc avant de me jeter à la rue. La maison qui abritait mes souvenirs d'enfance, le seul endroit où je me sentais en sécurité, n'était qu'un moyen de couvrir ses crimes. Le retrait des fonds de cette banque est la clé absolue de sa vie en ce moment, ai-je dit lentement, commençant à assembler un contre-plan dans ma tête. Si mon ami à la banque n'avait pas retenu les papiers, l'argent aurait été débloqué ce matin. Exactement, Madame Porter. A répondu Wyatt. Votre ami à la banque risque sa place pour gagner du temps. Mais le système bancaire a une limite maximale. D'ici demain après-midi au plus tard, les papiers seront automatiquement envoyés au siège et les fonds seront libérés. Nous devons arrêter cela légalement avant que cela ne se produise. Cependant, pour que votre mari ne me soupçonne pas que son plan a été découvert, Monsieur Taylor a allumé un cigarillo dans sa main, soufflant de la fumée blanche dans l'air. C'est la partie la plus intéressante. Vivian, nous pouvons annuler le prêt dès maintenant en signalant la signature falsifiée. Mais si nous faisons cela, ton mari saura que tu as bougé. Il s'enfuira avant sa fête de promotion. Je ne vais pas le laisser s'enfuir, ai-je dit fermement, les yeux perçants. Je veux qu'il soit sur scène à la fête, se sentant au sommet du monde, puis qu'il s'écrase sur terre. Je veux lui enlever tout ce dont il est fier devant son patron, devant sa famille et devant cette femme. En m'entendant dire cela, Wyatt a eu un sourire en coin. Il a tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi. Si Madame Porter veut aussi détruire cette femme, j'ai un cadeau spécial pour vous. Hier, après avoir découvert le propriétaire du condo de luxe, j'ai essayé de creuser plus profondément la vraie identité de Samantha. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur portable. Il y avait plusieurs colonnes enregistrant des conversations très secrètes. Samantha n'est pas seulement une femme passive qui accepte des produits de luxe, a expliqué Wyatt. Ses doigts ont appuyé sur quelques touches pour zoomer sur le texte à l'écran. Hier soir, j'ai envoyé un lien de hameçonnage sur le téléphone portable de Samantha, déguisé en message du service client de son promoteur immobilier de luxe. Elle a cliqué sur le lien sans rien soupçonner. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à installer un logiciel espion sur son téléphone. Les yeux de Monsieur Taylor se sont grandement ouverts de surprise et d'admiration devant les compétences du jeune homme. Tu as complètement mis son téléphone sur écoute. Complètement, monsieur, a répondu fièrement Wyatt. Je peux lire tous ses messages entrants et sortants, voir son historique de recherche et même enregistrer secrètement tous ses appels vocaux. Le téléphone de cette femme est désormais nos yeux et nos oreilles. Wyatt a pointé du doigt un fil de conversation entre Derek et Samantha enregistré quelques heures auparavant. Juste au moment où Derek était en route pour le bureau, j'ai lu cette chaîne de textos. Mon sang n'a fait qu'un tour en lisant chaque mot que ma meilleure amie avait tapé. Samantha, où en est le prêt bancaire?
Mon gars chez le promoteur immobilier n'arrête pas de demander le règlement. Je ne veux pas entendre d'excuses avant la fête de samedi soir. J'ai besoin des clés. Derek, patience, chérie. La banque traite le dossier. Je dois faire très attention pour que l'idiote de Vivian ne soupçonne pas que le titre de propriété a disparu du coffre-fort. Dès que les fonds seront débloqués, nous réglerons le problème. Samantha, plus d'excuses, Derek. Si cela me échappe, tu connais les conséquences. Je ne veux pas vivre dans la pauvreté ou attendre plus longtemps. J'ai avalé une pilule amère. L'idiote de Vivian. C'est ainsi que l'homme qui avait promis de me protéger devant Dieu et la femme qui m'appelait toujours sa sœur m'appelait. Samantha ne ressemblait pas à une maîtresse choyée. Elle semblait exigeante, froide et calculatrice. Elle tenait Derek d'une main de fer, tout comme elle étranglait mon mari. Madame Porter, ce n'est qu'un échauffement, a dit Wyatt, sa voix tombant soudainement dans un chuchotement secret. Le jeune homme m'a fixé dans les yeux. Ce texto fait mal au cœur, mais ce n'est pas ma plus grande découverte ce soir. Il y a quelque chose de beaucoup plus sombre que Samantha cache. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire, Wyatt? N'est-il pas évident qu'il complote pour me voler mes biens? Wyatt a secoué la tête lentement. Il a attrapé la souris de l'ordinateur et a ouvert un dossier d'archives contenant des enregistrements vocaux. Hier soir, après que votre mari s'est endormi à la maison, Samantha a passé un appel téléphonique. Mais elle n'a pas appelé votre mari. Wyatt a expliqué en se préparant à appuyer sur le bouton de lecture. Elle a appelé un autre homme et leur conversation va briser tout ce qu'il croit au sujet de cette trahison. Le bureau de Monsieur Taylor est soudainement devenu beaucoup plus froid. L'air semblait avoir été aspiré de la pièce. J'ai fixé l'icône de lecture sur l'écran de l'ordinateur, le cœur battant à la chamade. Quel secret les gens autour de moi cachaient-ils? Quel mensonge devais-je encore avaler aujourd'hui? Lance l'enregistrement, Wyatt, ai-je ordonné d'une voix très calme. Je veux tout entendre. Wyatt a cliqué sur un bouton sur l'écran de son ordinateur portable. Le bureau de Monsieur Taylor, bordé d'étagères en bois, s'est soudainement tu, attendant le son venant du dispositif d'écoute. Mon cœur battait lentement mais puissamment. Je me suis préparé au choc d'une nouvelle réalité qui pourrait encore une fois briser ma santé mentale. Un lourd soupir est sorti des haut-parleurs, suivi de la voix d'un homme que je ne connaissais pas du tout. Sa voix était rauque et autoritaire. Quand est-ce que les fonds de ce type stupide vont être débloqués? Je suis fatigué d'attendre si longtemps. Tu as dit que ce serait réglé cette semaine. Puis j'ai entendu la voix de Samantha. La voix de ma meilleure amie qui avait été mon ancrage émotionnel chaque fois que j'avais pleuré au fil des ans. Mais cette fois, sa voix n'était pas douce ou bienveillante. Elle semblait froide, calculatrice et méprisante. Sois patient une minute. Il est en train d'organiser un prêt bancaire en utilisant le titre de propriété de la maison qu'il a hérité de sa femme. Cet idiot de Derek doit être mort de peur. Son entreprise a un audit massif après-demain. Il doit rapidement couvrir les 300 000 $ qu'il a volés à son patron. Sinon, il pourrira en prison. L'homme inconnu a ri moqueusement. Il a détourné l'argent de son patron pour t'acheter un condo de luxe et maintenant il vole la maison de sa propre femme pour couvrir ses crimes. C'est vraiment un homme très facile à manipuler. Mais es-tu sûr qu'il va éponger le condo de luxe et te transférer complètement le titre? Évidemment, a répondu Samantha avec assurance. Derek est un homme avide mais superficiel. Il pense que je l'aime vraiment et que je veux être la femme d'un cadre. Dès que le prêt bancaire sera débloqué, il me paiera immédiatement le reste de l'argent du condo. Une fois que j'aurai officiellement le titre de propriété, nous le vendrons le plus vite possible, même légèrement en dessous de la valeur du marché pour garantir une vente rapide. Nous prendrons le cash et partirons à l'étranger, exactement comme le plan initial. Et Derek et sa femme? A de nouveau demandé l'homme. La voix de Samantha a reniflé avec un sarcasme lourd. Une voix qui m'a glacé le sang. Laisse Derek se faire détruire. S'il se fait prendre à détourner l'argent de son patron, c'est son problème avec la police. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et Vivian, quelle femme pitoyable. Trop obéissante et soumise. Laisse-la pleurer quand sa maison sera saisie par la banque parce que son mari s'est enfui ou est allé en prison. Qui lui a dit d'être si facilement dupé par sa propre meilleure amie et son mari? L'enregistrement s'est terminé.
Wyatt a fermé le lecteur multimédia et a lentement rabattu l'ordinateur portable. La pièce était plongée dans un silence de mort. Monsieur Taylor a écrasé vicieusement son cigarillo dans un cendrier en verre. Sa mâchoire était crispée, essayant de contenir la rage sur le point d'exploser. Il m'a regardé avec de l'inquiétude dans les yeux, comme prêt à me rattraper si je m'évanouissais ou hurlais de manière hystérique après avoir entendu cette horrible vérité. Mais cela ne s'est pas produit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Quelque chose en moi, qui était fragile et cherchait toujours des moyens de justifier les actes de Derek, est complètement mort. L'illusion de l'amour de mon mari et l'illusion de la loyauté de ma meilleure amie se sont brisées sans laisser de traces. À la place, une prise de conscience cristalline et tranchante s'est formée dans mon esprit. Ce n'était pas l'histoire d'un mari séduit par une autre femme. C'était un cycle parasitaire. Derek me suçait le sang pour satisfaire sa cupidité, et Samantha suçait le sang de mon mari pour son propre profit. Samantha n'aimait pas du tout mon mari. Elle exploitait simplement l'ambition et la stupidité de Derek pour se faire de l'argent. Ils étaient tous les deux des escrocs. Tous les deux des voleurs, mais se poignardant dans le dos. Vivian a appelé doucement Monsieur Taylor, sa voix pleine de précaution. « Est-ce que tu vas bien ?» J'ai levé la tête et je l'ai fixé avec des yeux aussi tranchants que des couteaux. « Je vais parfaitement bien, Monsieur Taylor. Je n'ai jamais eu l'esprit aussi clair de ma vie. » Wyatt a ajusté ses lunettes. Il m'a regardé avec une admiration non dissimulée. « Madame Porter, c'est une preuve incroyable. Samantha n'est pas juste une maîtresse. C'est le cerveau d'un réseau de blanchiment d'argent. Si nous fournissons cette preuve dès maintenant, leurs plans s'effondreront instantanément. » Non, ai-je répondu de manière décisive, faisant hausse les sourcils simultanément à Wyatt et Monsieur Taylor. Si nous exposons cela maintenant, Derek perd juste sa promotion et va en prison. Samantha pourrait être interrogée, mais elle pourrait facilement déformer la vérité, prétendant qu'elle n'avait aucune idée que l'argent provenait d'une activité criminelle. Je ne veux pas que la loi s'interpose entre eux pour l'instant. Je veux qu'ils se détruisent mutuellement. Je me suis levé de ma chaise et j'ai contourné le bureau de Monsieur Taylor. Un grand plan a commencé à prendre une forme claire dans ma tête, rassemblant toutes les faiblesses de Derek que je connaissais si bien. Derek vénère sa position dans l'entreprise de Monsieur Yates. Samantha vénère le condo de luxe qu'elle est sur le point de solder. La clé de tout leur plan maléfique est le déblocage du prêt bancaire de 500 000 $, ai-je dit, en regardant droit Monsieur Taylor. Si le prêt est débloqué, Derek passera l'audit financier et Samantha aura son condo de luxe. Mais si le prêt n'est jamais débloqué, Derek se fera prendre la main dans le sac par les auditeurs financiers de l'entreprise. Derek et Samantha n'obtiendront jamais les biens qu'ils veulent. Mais Lorraine ne peut pas retenir les papiers de déblocage beaucoup plus longtemps, a interrompu Monsieur Taylor. Le système bancaire virera automatiquement les fonds sur le compte de ton mari d'ici demain au plus tard. Nous devons annuler la demande de prêt aujourd'hui. Pour l'annuler, tu dois prouver que ta signature a été falsifiée, ce qui signifie que Derek saura immédiatement que tu as bougé avant même que sa fête de promotion n'ait lieu. J'ai souri froidement. Nous allons annuler le prêt légalement sans avoir à signaler la signature falsifiée à la banque et sans laisser Derek soupçonner que j'ai fait quoi que ce soit. Monsieur Taylor a froncé les sourcils. Comment peux-tu éviter la garantie sans soulever un problème de falsification en séparant complètement la propriété des biens? J'ai répondu de manière décisive. Monsieur Taylor, connaissez-vous un avocat extrêmement fiable qui puisse travailler vite aujourd'hui? Les vieux yeux de M. Taylor se sont soudainement éclairés. Il a compris ce que je voulais dire. Il a immédiatement décroché le téléphone sur son bureau. Je connais un avocat chevronné nommé Walter. Il me doit une fière chandelle depuis très longtemps et il déteste l'injustice. Je vais le faire venir ici tout de suite. 1 heure plus tard, un homme d'un certain âge portant un costume impeccable et tenant une épaisse mallette en cuir est entré dans le bureau. Monsieur Taylor me l'a immédiatement présenté sous le nom de Walter, son avocat de confiance. Sans perdre de temps, M. Taylor et moi avons expliqué la situation juridique à laquelle j'étais confronté concernant le prêt bancaire, la signature falsifiée et le fait qu'il nous restait moins de 30 heures avant que les fonds ne soient débloqués. Walter a écouté attentivement, prenant des notes sur quelques points clés dans son carnet. Après avoir tout entendu, il a hoché la tête en signe de compréhension. La stratégie de Madame Porter est brillante, a loué Walter d'un ton calme et confiant. En vertu de la loi de l'État sur la propriété,
la banque a le droit de saisir la garantie si les papiers nécessaires, y compris le consentement du conjoint, sont complets. Cependant, la demande de prêt peut être annulée immédiatement s'il existe un nouveau document juridiquement contraignant. Une déclaration stipulant que les biens de garantie ont été complètement séparés et que la procuration précédente a été révoquée. Walter a sorti quelques feuilles de papier vierge. Je peux rédiger un contrat d'accord postnuptial d'urgence et un document de révocation de procuration aujourd'hui. Ce document annulera automatiquement la procuration falsifiée que la banque détient. Dès que je rédigerai et enregistrerai ce document, Vivian pourra immédiatement l'apporter au conseil d'administration de la banque avec son ami pour stopper le déblocage de la garantie. La banque n'osera pas libérer les fonds si la base juridique de la garantie est annulée, car cela violerait les réglementations bancaires fédérales. Brillant, est intervenu Wyatt, qui écoutait. Donc, nous avons juste besoin d'apporter les papiers à la banque demain matin. Il y a une condition absolue, mais elle est très difficile à exécuter. Walter a interrompu. Son expression est devenue très sérieuse. Un document de séparation de biens postnuptial est juridiquement nul et vicieux, s'il n'est signé que par une seule partie. Le mari de Madame Porter, Derek, doit signer le document original devant moi, l'avocat qui l'authentifiera. Le silence est à nouveau tombé sur la pièce. Cette condition semblait totalement impossible. Comment pourrais-je amener un homme qui essaie activement de me voler ma maison à signer un accord de séparation de biens volontaire? Monsieur Taylor a soupiré. C'est impossible, Walter. Si Derek lit le titre du document, il ne signera jamais. Il n'est pas bête. J'ai fixé la pile de papier sur le bureau de Walter, puis j'ai regardé Wyatt et Monsieur Taylor. Mon esprit a repensé à la conversation que nous avions eue au petit déjeuner. Le visage paniqué de Derek, ses mains moites et sa terreur à l'idée d'affronter l'audit financier d'entreprise de Monsieur Yates demain. Son ambition de promotion était sa plus grande faiblesse. Il n'est pas bête, Monsieur Taylor, ai-je dit lentement, planifiant méticuleusement chaque étape du piège dans ma tête. Mais en ce moment, il est terrifié, aux abois et à court de temps. La peur fait toujours commettre des erreurs fatales aux personnes intelligentes. Je me suis tourné vers l'avocat. Walter, s'il vous plaît, préparez les documents dès maintenant. Préparez toutes les pages proprement. Puis je me suis tourné pour regarder le jeune homme à lunettes dans le coin de la pièce. Wyatt, j'ai besoin de ton aide pour créer un document falsifié très convaincant. Un document utilisant le logo officiel et l'entête de l'entreprise de logistique de Monsieur Yates. Wyatt a eu un large sourire. Ses doigts ont immédiatement volé sur son clavier. Falsifier des documents d'entreprise est ma spécialité. Quel genre de documents avez-vous besoin? Madame Porter. Rédige une lettre d'accompagnement stipulant que comme prérequis à sa promotion, Derek doit signer un accord de responsabilité d'entreprise et de séparation de biens devant un avocat tiers indépendant. Aujourd'hui, utilise un langage très affirmatif comme s'il s'agissait d'un ordre direct et incontestable de Monsieur Yates lui-même, ai-je dit d'une voix froide et mortelle. Je vais utiliser sa peur de Monsieur Yates pour creuser sa propre tombe. Je vais faire en sorte que Derek marche volontairement dans mon piège et signe sa propre lettre d'autodestruction. Le compte à rebours jusqu'au déblocage des fonds tournait, mais je m'assurerai que la bombe lui explose au visage. L'imprimante dans le coin du bureau de Monsieur Taylor a sorti une épaisse feuille de papier blanc, portant parfaitement le logo de l'entreprise de logistique où mon mari travaillait. Wyatt a attrapé le papier, a soufflé dessus légèrement pour sécher l'encre et me l'a tendu avec un sourire triomphant. J'ai lu les phrases formelles que le jeune homme avait rédigées. Le langage était propre, condescendant et identique au style administratif d'une grande entreprise. Le texte stipulait que comme condition obligatoire pour passer l'audit financier et être approuvé pour le nouveau poste, Derek devait signer un document de séparation de responsabilité légale pour ses biens personnels et d'entreprise devant un avocat désigné avant 17 heures aujourd'hui au plus tard. La signature falsifiée de Monsieur Yates au bas de la lettre semblait parfaitement authentique. Convaincant. C'est là pas parfait, ai-je dit, en plaçant la lettre sur la table en verre. Alors, comment glisser les documents de propriété originaux sans qu'ils ne les lisent? Walter, l'avocat senior, s'est avancé et a posé un dossier épais rouge foncé. Il l'a ouvert, révélant une pile considérable de papier à l'intérieur. Les gens qui sont pressés et sous pression détestent vraiment lire d'épais documents, a expliqué calmement Walter. J'ai mis la fausse lettre d'accompagnement de Wyatt sur la première page. En dessous, j'ai empilé des dizaines de pages de réglementation standard sur la sécurité des données d'entreprise,
qui sont incroyablement ennuyeuses. Et pile sur les 3 dernières pages, j'ai placé le document original de séparation de biens et de révocation d'urgence de procuration. J'ai rendu les lignes de signature uniformes. Cela donnera exactement l'impression qu'il s'agit d'un seul et même document provenant de l'entreprise de son patron. Monsieur Taylor a hoché la tête en signe d'accord. Un excellent plan, mais tu dois faire attention, Vivian. Ton mari est un bon menteur. Il pourrait repérer un mensonge si tu as l'air nerveuse ou si tu en fais trop. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone dans mon sac a vibré violemment. Un nom a clignoté sur l'écran. Lorraine. Mon cœur a immédiatement commencé à battre à tout rompre. J'ai rapidement appuyé sur le bouton de réponse et j'ai collé le téléphone à mon oreille. Vivian, écoute-moi attentivement. La situation empire. La voix de Lorraine semblait très faible, comme si elle chuchotait en se couvrant la bouche. Le directeur de succursale vient de m'appeler dans son bureau. Ton mari a appelé et a hurlé sur le directeur, menaçant de déplacer tous les fonds de son entreprise vers une autre banque si le prêt n'est pas débloqué immédiatement. J'ai difficilement déglouti, sentant la tension monter dans ma gorge. Alors, qu'est-ce que le directeur a décidé? Ai-je demandé. Le directeur a outrepassé mon autorité, a répondu Lorraine d'un ton désespéré. Il a approuvé unilatéralement le document et l'a mis dans la file d'attente de déblocage central. Je ne peux plus le retenir, Vivian. Le système bancaire central a verrouillé les données. Les 500 000 $ seront automatiquement virés sur le compte de ton mari à 15 heures pile demain. Tu as moins de 24 heures. Si tu ne m'apportes pas les papiers d'annulation d'ici demain matin, la maison de ton père est vraiment perdue. Je comprends, Lorraine. Je vais obtenir sa signature aujourd'hui. Agis normalement au bureau. Ne les laisse pas te soupçonner. Merci. J'ai raccroché et j'ai fixé les 3 hommes dans la pièce avec des yeux perçants. Le temps pressait. Demain à 15 heures, les fonds seraient débloqués. Derek devait tomber dans ce piège cet après-midi. Wyatt a immédiatement claqué son ordinateur portable. J'ai intercepté un texto de votre mari il y a 10 minutes. Il est en route pour la maison pour récupérer un ancien fichier de rapport qu'il a oublié avant de retourner au bureau pour rencontrer l'équipe d'audit. C'est votre meilleure chance, Vivian. Monsieur Taylor a dit, en se levant et en me tapotant doucement l'épaule. Rentre chez toi. Mets ton plus beau visage d'épouse aimante. Walter va retourner à son bureau immédiatement et se préparer à vous recevoir. Rappelle-toi, ne laisse pas ta colère se voir sur ton visage. J'ai hoché la tête de manière décisive. J'ai attrapé le dossier rouge contenant les documents du piège, je l'ai serré contre ma poitrine et je me suis précipité hors de la maison de Monsieur Taylor. Pendant le trajet de retour, je respirais lourdement et j'entraînais mes expressions faciales dans le rétroviseur. Je devais mettre temporairement de côté toute ma haine et redevenir Vivian Porter, l'épouse obéissante qui ne savait rien des crimes de son mari. Quand je suis rentré à la maison, j'ai posé le dossier rouge sur la table du salon, juste à côté d'un verre d'eau que j'avais préparé. Moins de 15 minutes plus tard, le bruit du moteur de la voiture de Derek a rugi alors que le véhicule s'engageait dans l'allée dans un crissement de pneus. La porte d'entrée s'est ouverte à la hâte. Derek est entré. Son visage était trempé de sueur. Sa cravate était desserrée et sa chemise habillée était froissée. Ses yeux montraient clairement la panique. Vivian, où est le dossier bleu que j'ai laissé sur la table hier? L'équipe d'audit est déjà au bureau, et j'ai besoin de ces données tout de suite. A-t-il aboyé sans un autre mot, passant à côté de moi pour aller dans la chambre. Je l'ai suivi lentement. Je l'ai déjà nettoyé et mis dans ta mallette dans le placard, chérie. Derek a fouillé dans le placard, a trouvé sa mallette et a poussé un soupir de soulagement. Il s'est essuyé le visage avec une serviette. La pression de l'audit financier d'entreprise et la menace de la prison pour détournement de fonds détruisaient clairement sa santé mentale petit à petit. Je suis retourné au salon, faisant semblant de ramasser le dossier rouge que j'avais préparé plus tôt. Chérie, avant que tu ne repartes au bureau, un coursier a déposé ceci pour toi il y a environ une demi-heure. Derek est sorti de la chambre, fronçant les sourcils devant le dossier rouge dans mes mains. Qu'est-ce que c'est? Encore une de tes factures de shopping? J'ai secoué la tête lentement, feignant l'inquiétude. Non, chérie. Le coursier portait l'uniforme de ton entreprise. Il a dit que ce document était une lettre remise en main propre par la secrétaire de Monsieur Yates.
Il a dit que c'était très confidentiel et lié à l'approbation de ton nouveau poste. En entendant le nom de son patron, le visage de Derek est immédiatement devenu pâle. Il a arraché le dossier rouge de mes mains et l'a ouvert. Ses yeux ont rapidement balayé la fausse lettre d'accompagnement de Wyatt. Je suis resté là à regarder chaque ligne de son visage changer. Derek a reniflé d'agacement, serrant légèrement le coin de la lettre. Fait chier, pourquoi l'entreprise met-elle en place des réglementations aussi compliquées à un moment aussi critique? Monsieur Yates ne veut absolument prendre aucun risque de responsabilité légale avant de me nommer directeur de succursale. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Quelle réglementation? Ai-je demandé innocemment, jouant parfaitement mon rôle. Derek m'a regardé avec mépris comme si j'étais la personne la plus stupide qui ne connaissait rien aux affaires. C'est une affaire d'entreprise importante. L'entreprise exige que je signe un document de séparation de biens personnels et d'entreprise. Ils sont terrifiés à l'idée que si je fais une erreur, les biens de l'entreprise soient compromis. Mon patron est un vieil homme paranoïaque. J'ai refoulé le sourire méprisant qui essayait de s'échapper de mes lèvres. C'était ironique d'entendre Derek accuser son patron d'être paranoïaque alors qu'il était celui qui détournait l'argent de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu dois faire, chérie, ai-je encore demandé. Derek a consulté anxieusement sa montre coûteuse. Je dois me rendre au cabinet d'avocat désigné par l'entreprise cet après-midi pour légaliser ma signature. Si je ne le fais pas, ma lettre de promotion sera bloquée après-demain. Il a feuilleté rapidement le document, ignorant complètement le contenu des dizaines de pages de fausses réglementations à l'arrière, exactement comme Walter l'avait prédit. Cependant, sa main s'est arrêtée lorsque ses yeux ont capté une phrase au bas de la lettre jointe. Attends, il est écrit ici que parce qu'il s'agit de biens privés, le consentement légal du conjoint est requis. Derek a grogné, se frottant les tempes. Il m'a fixé. Vivian, change de vêtements tout de suite. Arrête de porter ces vêtements de cuisine sales et odorants. Tu dois venir avec moi au cabinet d'avocat dès maintenant. Je vais te conduire, mais tu dois te dépêcher. Mais je dois préparer notre dîner, chérie, ai-je dit, le provoquant intentionnellement pour qu'il n'ait pas le temps de réfléchir clairement. Oublie le dîner. Il s'agit de mon avenir et de mes biens, a répondu Derek, les yeux révulsés. Tu as juste besoin de t'asseoir là et de signer là où l'avocat te dit de le faire. Considère cela comme une simple formalité pour que les biens de mon entreprise ne tombent pas entre tes mains s'il arrive quoi que ce soit. Dépêche-toi de te préparer. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai baissé la tête pour cacher mon sourire triomphant. D'accord, chérie. Laisse-moi me changer d'abord. Donne-moi 10 minutes pour me préparer. Nous sommes tous les deux montés dans la voiture. Derek a conduit à vive allure, se faufilant dans les rues de la ville avec une expression tendue. Il jurait constamment contre le trafic, complètement inconscient du fait que la femme assise silencieusement à côté de lui le menait droit à l'échafaud. L'heure de l'exécution n'était plus qu'à quelques heures. Chérie, Derek pensait que ce voyage chez l'avocat était son ticket d'or pour la sécurité, la promotion et une vie de luxe avec Samantha. Il n'avait aucune idée que le cabinet d'avocat de Walter où il se rendait était l'endroit où tout son palais de mensonges serait rasé. La voiture que Derek conduisait roulait dans les rues à une vitesse folle. Mon mari n'arrêtait pas de couper la route aux autres véhicules, ignorant les coups de klaxon des conducteurs autour de nous. À l'intérieur de l'habitacle, la climatisation tournait à plein régime. Pourtant, le visage de Derek dégoulinait toujours de sueur. Ses mains meurtrissaient le volant, ses yeux ne cessant de se poser sur l'horloge. Je me tenais silencieusement sur le siège passager, affichant une expression anxieuse et confuse. Mais derrière cet extérieur fin, j'observais le moindre gramme de sa panique avec une satisfaction absolue. Derek était complètement tombé dans le piège que j'avais tendu. La peur de l'audit financier d'entreprise et la menace de la prison avaient obscurci son raisonnement logique. Il pensait que ce déplacement de l'après-midi était son billet pour la sécurité, la promotion et la richesse. Sans s'en rendre compte, il conduisait droit vers sa propre tombe. « Quelle heure est-il » a demandé Derek d'un ton irritable sans me regarder. « Il est à peine plus de 14 heures. »« Chérie, nous avons encore du temps » ai-je répondu d'une voix douce et rassurante. Exactement le ton d'une épouse qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Derek a reniflé durement. L'équipe d'audit externe a déjà commencé à examiner la pile de rapports sur mon bureau. Si je ne retourne pas au bureau immédiatement avec la preuve de cette séparation légale de biens,
Monsieur Yates va définitivement retarder l'approbation de mon nouveau poste. Ce vieux salaud cherche toujours des excuses pour me rendre la vie difficile. J'ai juste gardé la tête baissée, essayant de cacher le sourire narquois sur le point d'éclore sur mes lèvres. C'était hilarant d'entendre un voleur maudire son propre patron. Peu de temps après, notre voiture s'est engagée sur le parking d'un immeuble de bureaux plus ancien mais bien entretenu. Au premier étage du bâtiment se trouvait une grande plaque portant le nom de Walter et son titre d'avocat. Derek a immédiatement coupé le moteur, a ouvert la portière et a marché d'un pas rapide, me laissant derrière. Je me suis précipité à sa suite, serrant mon sac à main contenant mon téléphone portable, et un sentiment de satisfaction prêt à exploser. La salle d'attente du cabinet d'avocat semblait très paisible et solennelle, décorée de meubles en chêne et de rangées de vitrines remplies de centaines de gros livres de droit. L'odeur distincte du vieux papier et du désodorisant au clou de girofle nous a accueillis. Une jeune réceptionniste nous a salués poliment et nous a conduits dans le bureau principal après que Derek a décliné son nom et le motif de sa venue. Walter était déjà assis derrière un grand bureau en bois, nous attendant. Il avait l'air très affûté, portant une chemise habillée à manches longues et des lunettes de lecture posées sur le pont de son nez. Il ressemblait vraiment à un officier juridique professionnel et impartial. Il n'y avait aucun signe de reconnaissance sur son visage. « Bonjour, Monsieur Porter et Madame Porter. Veuillez vous asseoir », a salué Walter d'une voix grave et calme. Il a pointé du doigt 2 fauteuils en cuir devant son bureau. Derek s'est immédiatement assis et a hâtivement claqué le dossier rouge que j'avais apporté de la maison sur le bureau de Walter. « Bonjour, maître. Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon entreprise m'impose de légaliser ce document de séparation de biens dès maintenant. L'entreprise a préparé tous les papiers. Vous devez juste authentifier les signatures. » Walter a ramassé le dossier rouge, l'a ouvert lentement et a lu la fausse lettre d'accompagnement sur la première page. Il a hoché la tête lentement, jouant son rôle à la perfection. « Oui, Monsieur Porter. C'est un document de séparation de biens personnels et d'entreprise demandant la révocation de la copropriété pour empêcher une saisie unilatérale. Ce document est assez épais, contenant des dizaines de pages de stipulations légales vous liant, vous et Madame Porter, a expliqué Walter, utilisant intentionnellement un jargon juridique alambiqué. Selon la procédure légale, en tant qu'avocat authentificateur, je suis tenu de revoir l'ensemble du contenu de ce document devant vous deux pour éviter tout malentendu futur. Le visage de Derek est instantanément devenu rouge. Il a frappé du poing sur le bureau, impatient à la perspective de lire des dizaines de pages. « Monsieur, on m'attend actuellement au bureau devant le conseil d'administration. C'est une question de vie ou de mort pour ma carrière. Je sais déjà ce qu'il contient. Ce ne sont que des réglementations standards de sécurité des données d'entreprise et de séparation de biens pour protéger le patrimoine de mon patron. S'il vous plaît, sautez tout cela. Montrez-moi juste où signer. » Walter a regardé Derek d'un air d'évaluation, puis a ajusté ses lunettes. « Monsieur Porter, c'est un document juridiquement contraignant. Êtes-vous absolument certain de comprendre et de ne pas faire l'objet de coercition de la part de quiconque pour signer ce document sans en entendre le contenu ? Je dois m'assurer que vous comprenez qu'une fois ce document signé, tout pouvoir que vous déteniez autrefois sur les biens de votre conjointe sera légalement annulé. Je sais que c'est moi qui veux que ce soit fait vite, » a aboyé Derek, les veines de son cou saillantes. Il a arraché le stylo à encre bleue du bureau de Walter et a feuilleté brutalement jusqu'à la dernière page du document. « Ouvrez la page de signature tout de suite. Je prendrai l'entière responsabilité légale. » Voyant Derek si pressé de se passer la corde au cou, je savais que c'était le moment idéal pour porter le coup de grâce. J'ai attrapé le bras de Derek, le visage rempli de peur et d'hésitation. « Derek, attends une minute, » ai-je dit, la voix tremblante. « Je ne comprends pas les affaires de ton entreprise. Pourquoi dois-je signer moi aussi ? Quel est le but de cet accord de séparation de biens ? Et s'il arrivait quelque chose à la maison que mon feu père m'a laissée ? J'ai peur de signer, chérie. Laisse l'avocat l'examiner un moment. » Ma tactique a fonctionné à la perfection. Mon refus n'a fait que rendre Derek plus furieux et lui faire perdre complètement son sang-froid. Il a repoussé ma main avec force. « Arrête de faire l'idiote, Vivian. Cela n'a rien à voir avec la maison moche de ton père. Il s'agit de millions de dollars d'actifs appartenant à mon entreprise. » Derek a hurlé en plein dans mon visage. « Si tu ne me signes pas ça tout de suite, je pourrais perdre ma promotion.
Es-tu prête à prendre la responsabilité si je me fais virer? Signe ça et tais-toi. Sois une épouse utile pour une fois dans la carrière de ton mari. Walter m'a regardé, masquant l'expression sévère d'un officier de police. Puis il a feuilleté les épaisses pages, sautant les dizaines de fausses réglementations et a immédiatement ouvert les 3 dernières pages. Ces 3 pages étaient les documents originaux de séparation de biens et de révocation d'urgence de procuration qui allaient sauver tous mes biens. Monsieur Porter, veuillez signer ici sur le sceau et également dans le coin inférieur gauche de la page précédente, a dit Walter, en désignant la colonne de signature. Sans lire une seule ligne, Derek a immédiatement griffonné son nom avec le stylo bleu. Il a signé page après page avec enthousiasme, s'assurant que chaque trait était net et clair. Il signait le papier me libérant ainsi que le papier qui couperait le cordon de sécurité d'un demi-million de dollars dont il avait si désespérément besoin. Après que Derek a fini de signer, Walter a poussé les documents vers moi. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'un immense soulagement. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom à côté de celui de mon mari. Walter a immédiatement sorti le sceau notarié officiel et l'a tamponné fermement sur nos signatures. Le document était désormais juridiquement contraignant. Aucun tribunal ne pourrait l'annuler parce que Derek l'avait signé en étant pleinement conscient et avait même exigé d'accélérer le processus. C'est fini, a aboyé Derek en se levant précipitamment. Il a ajusté sa veste et a attrapé une copie de la fausse lettre d'accompagnement de la première page. Gardez l'original pour l'enregistrement auprès de l'État. Maître, je dois retourner au bureau immédiatement. Vivian, prends un taxi pour rentrer chez toi. Je n'ai pas le temps de te déposer. Sans attendre ma réponse, Derek s'est immédiatement retourné et a presque couru hors du bureau. La porte en bois sombre poli a claqué derrière lui. Le bruit de ses pas s'est estompé et a fini par disparaître complètement. Le bureau de Walter est soudainement devenu silencieux. L'air, qui avait été étouffant de la rage et de la panique de Derek, semblait maintenant incroyablement frais et agréable. J'ai poussé un soupir de soulagement après avoir retenu ma respiration. Walter a retiré ses lunettes et m'a souri largement. Il a aplani le contrat de séparation de biens fraîchement signé et l'a placé dans une pochette en plastique étanche. Absolument extraordinaire, a loué Walter avec admiration. Je suis avocat depuis plus de 30 ans, et je n'ai jamais vu personne marcher volontairement et enthousiastement dans un piège juridique comme votre mari, Madame Porter. Je lui ai rendu son sourire. Mes yeux me semblaient un peu chauds d'émotion. Il a été dévoré par sa propre cupidité, Monsieur Walter. Sa peur de ses supérieurs l'a aveuglé à tout ce qui l'entourait. Walter m'a tendu la pochette en plastique. C'est votre arme ultime, Madame Porter. Légalement, à partir de ce moment, toute procuration que votre mari a pu émettre concernant les biens hérités de votre famille est déclarée nulle et non avenue. Vos biens sont désormais complètement séparés. J'ai pris les documents à 2 mains. J'avais l'impression de saisir une bouée de sauvetage après avoir été sauvé du bord d'une falaise. L'heure de déblocage de la banque est demain à 15 heures, Madame Porter. Walter me l'a rappelé sévèrement. Vous devez être à la banque demain matin dès l'ouverture. Prenez ce document, retrouvez votre ami là-bas, et remettez-le directement au conseil d'administration. Dès qu'ils verront ce document, le système bancaire gèlera instantanément la garantie et le prêt de 500 000 $ ne sera jamais débloqué. Je comprends, monsieur. Je serai à la banque avant même que les portes ne s'ouvrent, ai-je répondu avec une détermination sans faille. Je me suis levé de ma chaise et j'ai serré la main de Walter fermement pour lui exprimer ma gratitude infinie. Je suis sorti de l'immeuble de bureau et j'ai levé les yeux vers le ciel de l'après-midi, qui commençait à virer à l'orange. L'air de la ville me semblait tellement plus frais. Derek était sûrement assis dans la salle de réunion de son entreprise, souriant fièrement face à l'équipe d'évaluation financière, confiant que 500 000 $ tomberaient sur son compte demain après-midi pour couvrir ses crimes. Samantha se détendait sûrement dans son condo de luxe. Il s'imaginait que bientôt la maison serait entièrement à eux. Il n'avait aucune idée que la bombe à retardement avait été activée. Demain matin, je couperai leur cordon financier à la banque. Et ce week-end, lors de la fête de promotion tant attendue de mon mari, j'appuierai sur le détonateur. J'ai marché pour trouver un transport en commun afin de rentrer chez moi, portant l'arme légale qui mettrait fin à toutes leurs illusions de faux bonheur. Le temps a passé et je ne pouvais plus attendre le lendemain. Vendredi matin, le ciel de la ville était encore gris lorsque je suis entré dans le bâtiment de la banque où travaillait Lorraine.
Les portes venaient juste d'être déverrouillées par le gardien de sécurité, et j'étais la toute première cliente à faire un pas à l'intérieur. Lorraine m'attendait déjà dans le hall, le visage tendu, ne perdant pas de temps. Nous sommes allés toutes les deux directement au bureau du directeur de succursale. À l'intérieur, je lui ai tendu la pochette en plastique étanche contenant le document de séparation de biens et de révocation d'urgence de procuration signé par Derek et notarié par Walter. Le visage du directeur de succursale est devenu pâle lorsqu'il a lu chaque page du document. Il a réalisé que s'il procédait au déblocage des 500 000 $ aujourd'hui, la banque ferait face à une attaque en justice massive pour avoir libéré des fonds sur une garantie invalide. Les mains tremblantes, le directeur a convoqué le personnel central afin d'ordonner le gel de la garantie. À 8 heures pile, la demande de prêt de Derek a été officiellement annulée et gelée par le système bancaire central. La maison héritée de mon père était complètement en sécurité. Lorraine m'a serré fort dans ses bras, pleurant de soulagement que son travail et sa promesse envers son feu père aient été honorés. Mais Derek ne le savait toujours pas. Il faudrait plusieurs jours ouvrables pour que la banque lui envoie une lettre de rejet officielle. Les 500 000 $ devaient encore tomber sur son compte vendredi après-midi, juste à temps pour couvrir le déficit de son détournement de fonds et payer le condo de luxe de Samantha. Les jours ont passé et la nuit de célébration que Derek languissait a enfin débarqué. Ce samedi soir-là, une grande salle de bal dans un hôtel 5 étoiles avait été louée exclusivement pour l'entreprise de logistique de Monsieur Yates. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, fixant mon reflet. Ce soir, je ne portais pas une chemise ennuyeuse ou un tablier sentant les épices. Je portais une élégante robe de soirée noir corbeau avec un maquillage soutenu et des cheveux méticuleusement coiffés. Ce soir, je n'étais plus une épouse faible. J'étais l'exécuteur qui allait appliquer la peine de mort sur les traîtres. Derek est entré dans la pièce et m'a regardé avec satisfaction. Il portait un costume gris coûteux. Son visage était radieux de victoire. Maintenant tu es digne d'être la femme d'un futur directeur. Ce soir, c'est le sommet de ma carrière, Vivian. Ne fais aucune erreur. Rappelle-toi de me faire des éloges devant Monsieur Yates. Bien sûr, chérie. Ce soir sera une nuit que tu n'oublieras jamais, ai-je répondu avec un sourire très doux, mais cachant une arme mortelle derrière chaque mot. Nous sommes partis ensemble pour la cérémonie. Quand je suis entré dans la salle de bal, décorée de lustres en cristal étincelant et résonnant de musique classique, l'atmosphère crépitait déjà. Des centaines d'employés, de cadres d'entreprise et leurs familles étaient vêtus de leurs plus beaux habits. Dans un coin de la pièce, j'ai vu Ivy, la sœur de Derek, discutant avec des proches. Peu de temps après, Samantha s'est approchée de nous. Elle portait une robe rouge éclatante, arborant des bijoux coûteux dont personne ne savait qui les lui avait achetés. Son visage affichait un faux sourire alors qu'elle me serrait fort dans ses bras. Vivian, ma chérie, tu es absolument splendide ce soir. Je suis si fier de Derek et bien sûr fier de toi pour être une épouse aussi patiente et soutenante, a dit Samantha d'un ton condescendant, jetant intentionnellement un coup d'œil significatif à Derek. Je lui ai rendu sa bise fermement, en lui murmurant à l'oreille, « Merci, Samantha. Tu vas avoir une surprise incroyable ce soir, toi aussi. Prépare-toi. » Samantha s'est reculée, me regardant d'un air un peu confus, mais elle a rapidement balayé cela et a souri à nouveau. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu un technicien audiovisuel en uniforme noir debout près de la console de contrôle du projecteur. Il avait une casquette vissée bas sur le front, mais les lunettes à monture épaisse ne pouvaient pas tromper mes yeux. C'était Wyatt. Le jeune homme a hoché la tête lentement vers moi, me signalant que la clé USB contenant la charge destructive était branchée sur le système principal. L'événement principal a commencé. Monsieur Yates, le grand patron de l'entreprise, grand avec un visage sévère, est monté sur scène. Il a prononcé un discours d'ouverture sur le progrès de l'entreprise et l'importance de l'intégrité dans les affaires. Ce soir, nous allons officiellement promouvoir Monsieur Derek Porter, notre directeur de division, à un poste supérieur. Avant que je ne remette le décret, écoutons quelques mots de Derek, a dit Monsieur Yates. Il a été accueilli sous les applaudissements nourris de tous les invités. Derek a monté les marches de la scène avec une confiance totale. Il tenait le micro et souriait lumineusement, regardant les centaines d'yeux qui le fixaient avec admiration. Son regard s'arrêtait occasionnellement sur Samantha, puis se déplaçait vers moi. Merci, Monsieur Yates. Merci à tous mes chers collègues. Mon succès ce soir est dû au travail acharné et au soutien des personnes qui m'entourent.
Pour rendre compte des réalisations de ma division au cours de l'année écoulée, j'ai préparé une présentation pour le personnel opérationnel. Veuillez projeter mes diapositives sur le grand écran, a ordonné Derek avec assurance. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. L'écran blanc massif derrière Derek s'est éclairé vivement. Tous les invités ont concentré leur attention vers l'avant. Cependant, ce qui est apparu à l'écran n'était pas des graphiques de vente ou des réalisations de la division logistique. Le écran géant affichait un couloir moquetté de rouge foncé. L'image a légèrement tremblé, puis a montré un serveur du service d'étage frappant à la porte numéro 069. La porte s'est ouverte et le visage de Derek en peignoir était clairement visible sur l'écran de 10 pieds sur 5. La caméra a balayé l'intérieur de la pièce, montrant Samantha assise sur le bord du lit, également en peignoir, levant un verre et riant. Toute la salle de bal est tombée dans un silence de mort. Un calme tendu a envahi la pièce. Le visage de Derek sur la scène est devenu complètement pâle, sa mâchoire en est tombée de choc. Ses yeux s'écarquillaient alors qu'il fixait l'écran géant derrière lui. Il s'est tourné vers l'opérateur, hurlant comme un fou dans le micro, « Éteignez ça. Éteignez ça tout de suite. Il y a une erreur technique. » Mais Wyatt ne l'a pas éteint. L'image à l'écran a changé rapidement. Désormais, une série de relevés de virements bancaires est apparue, surlignés en rouge gras. Sur la gauche se trouvait le nom du compte d'entreprise de Monsieur Yates et sur la droite le nom de la société écran injectant sur un compte personnel au nom de Derek et un acompte pour un condo de luxe au nom de Samantha. Le montant total détourné de 300 000 $ était clairement affiché, complet avec les dates et les tampons falsifiés que Derek avait utilisés. La salle de bal a éclaté dans le chaos. Des chuchotements et des murmures ont fusé. Des hoquets de choc et des exclamations d'incrédulité ont résonné de la part des collègues de Derek. Oh mon Dieu! La sœur de Derek a couvert sa bouche avec ses deux mains. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues d'une pure humiliation. Monsieur Yates s'est levé de son siège d'honneur. Son visage plus âgé est devenu rouge vif alors qu'il essayait de contenir la rage prête à exploser. Attendez, c'est de la diffamation. Quelqu'un a piraté le système. Monsieur Yates, je peux expliquer, a hurlé Derek. Sa voix tremblait violemment. De la sueur froide coulait sur son visage, mais le choc n'était pas encore terminé. L'écran a encore changé, affichant cette fois un graphique de forme d'onde audio. L'audio cristallin d'une conversation a résonné à travers le système de haut-parleurs haute puissance de la salle de bal. Attends. La voix de Samantha a résonné dans la pièce. Il est en train d'organiser un prêt bancaire en utilisant le titre de propriété de la maison qu'il a hérité de sa femme. Cet idiot de Derek doit être mort de peur. Les yeux de Derek ont failli lui sortir des orbites. Il a fixé la table où Samantha était assise. Laisse-le se faire détruire. La voix enregistrée de Samantha a continué de jouer, froide et impitoyable. Derek est un homme avide mais superficiel. Il pense que je l'aime vraiment. Dès que j'aurai officiellement le titre de propriété, nous le vendrons le plus vite possible. Nous prendrons le cash et partirons à l'étranger. Je n'ai rien à voir là-dedans. L'enregistrement s'est arrêté. L'écran est devenu noir. Les lumières de la salle de bal se sont rallumées. J'ai avancé avec grâce à travers la foule qui se tenait toujours complètement pétrifiée. Tous les yeux étaient désormais rivés sur moi. J'ai gravi les marches de la scène. Je me suis approché de Derek, dont les genoux tremblaient si fort qu'il est presque tombé. Je lui ai arraché le micro de sa main moite. Bonsoir à tous. Je m'excuse pour le changement de programme de cette présentation, ai-je dit d'une voix très calme et claire. J'ai regardé droit Derek, qui haletait comme s'il était à bout de souffle. Vivian, qu'est-ce que tu fais, a chuchoté Derek d'une voix rauque, ses yeux étincelants d'une terreur absolue. Je lui montre juste la vérité, chérie, ai-je répondu dans le micro pour que tout le monde l'entende. Oh, j'ai failli oublier de vous dire à tous une nouvelle importante. Tu te souviens de cette épaisse pile de documents de séparation de biens d'entreprise que tu as signé en telle hâte hier après-midi au cabinet d'avocat de Walter? Derek a hoché la tête vers moi, ne comprenant toujours pas de quoi je parlais. J'ai souri avec une satisfaction absolue. Ce n'était pas un document d'entreprise, chérie. C'était un accord de séparation de biens absolus. J'ai soumis ce document au conseil d'administration de la banque hier matin. Le prêt de 500 000 $ utilisant la maison de mon père comme garantie n'a jamais été débloqué, et ne le sera jamais.
Le monde de Derek s'est effondré en une fraction de seconde. Ses jambes ont dérobé, le faisant s'effondrer sur la scène. Le prêt était sa seule bouée de sauvetage restante pour couvrir ses crimes. Maintenant, c'était parti. Son détournement de fonds a été exposé devant son patron. Sa liaison illicite a été mise à nu, et la femme qu'il s'était battue si dur pour protéger l'utilisait juste pour lui voler son argent. Il avait absolument tout perdu en moins de 5 minutes. Sous la scène, Samantha luttait pour se lever de sa chaise. Son visage était aussi pâle qu'un cadavre. Elle a essayé de marcher silencieusement vers la sortie de la salle de bal. Des agents de sécurité avaient déjà verrouillé toutes les portes. La voix de Monsieur Yates a tonné avec la fureur d'un dirigeant trahi. Il a pointé du doigt Derek et Samantha à tour de rôle. Ne laissez pas ces deux voleurs quitter la pièce. Appelez la police tout de suite. Je vais m'assurer que ce type pourrisse en prison et que cette femme soit poursuivie pour blanchiment d'argent venant de mon entreprise. Plusieurs agents de sécurité de l'hôtel en uniforme noir se sont immédiatement précipités et ont attrapé les bras de Samantha alors qu'elle se débattait de terreur. Quelques autres agents sont montés sur la scène, ont attrapé Derek par la veste et l'ont forcé brutalement à se relever. J'ai tendu le micro à l'ingénieur du son et je suis descendu de la scène. Je suis passé à côté de Derek, qui pleurait maintenant et criait mon nom, me suppliant de lui pardonner. Je n'ai même pas regardé en arrière. Je suis passé devant Samantha, qui baissait la tête profondément sous les regards méprisants de tout le monde dans la pièce. Ce plan avait réussi sans la moindre faille. La dévastation qu'il m'avait causée s'était retournée contre eux entièrement. La police est arrivée sur les lieux moins de 15 minutes après que l'assistant de Monsieur Yates a passé l'appel d'urgence. La pièce, qui était autrefois remplie d'élégance, s'était maintenant transformée en une scène de crime chaotique. Samantha, qui avait résisté farouchement, a finalement renoncé lorsque les menottes en fer se sont refermées fermement autour de ses poignets. Son visage, qui était toujours très maquillé, était maintenant étalé de larmes et de sueur. Elle m'a regardé d'un air suppliant alors qu'elle était escortée devant l'endroit où je me tenais. Mais j'ai juste détourné le visage, refusant d'accorder même une once de sympathie à la femme qui avait l'intention de voler le patrimoine de mon père. Derek, d'un autre côté, n'a pas abandonné si facilement. Lorsque deux policiers se sont approchés de lui avec un mandat d'arrêt, la peur a pris le dessus sur sa logique, le poussant à accomplir l'acte le plus imprudent imaginable. Il s'est débattu, a bousculé un gardien de sécurité de l'hôtel au sol et a couru aussi vite qu'il le pouvait vers la sortie de secours. « Poursuivez-le. Ne le laissez pas s'échapper », a hurlé Monsieur Yates depuis la scène. Plusieurs policiers et gardiens de sécurité se sont immédiatement lancés à la poursuite de Derek. J'ai marché lentement derrière eux jusqu'à ce que nous atteignions le parking extérieur de l'hôtel. Une légère pluie fine avait commencé à tomber, mouillant l'asphalte. De loin, j'ai vu Derek arracher les clés de voiture d'un valet et sauter dans le véhicule. Le moteur a rugi, et la voiture est partie à une vitesse incroyable vers la sortie principale. Cependant, les voleurs se mettent toujours en danger par panique. Dans son état frénétique, la vue brouillée par la sueur et la route glissante à cause de la pluie fine, Derek a perdu le contrôle de la voiture alors qu'il essayait de bifurquer brusquement pour éviter la barrière de sortie. La voiture a percuté de plein fouet un pilier en béton du viaduc de l'autoroute à pleine vitesse. Un choc massif a résonné dans l'air, broyant l'avant de la voiture et le repoussant dans l'habitacle. Les policiers ont immédiatement couru vers la carcasse déformée. Derek n'était pas mort, mais lorsque les agents l'ont extrait de l'habitacle déformé, il ne pouvait plus se tenir debout. Ses deux jambes étaient sévèrement brisées, et son visage était couvert de plaies profondes. L'homme qui vénérait autrefois son apparence et son statut était désormais réduit à gémir de douleur sur un brancard, se préparant à affronter de longs jours derrière les barreaux avec un corps définitivement endommagé. Des mois ont passé depuis cette nuit fatidique qui a changé toute ma vie. J'étais assise dans la section des visiteurs du tribunal de comté à côté de Monsieur Taylor et Wyatt. Aujourd'hui, c'était le jour du prononcé de la peine pour leur procès pour crime financier. Derek était assis dans un fauteuil roulant portant une combinaison d'un orange pénitencier. Son visage semblait beaucoup plus vieux, dépourvu de son arrogance habituelle. À côté de lui se trouvait Samantha, portant la même tenue de prisonnière. La femme qui portait toujours des vêtements de designer baissait maintenant la tête profondément. Ses cheveux étaient ternes et emmêlés. Le juge-président a frappé du marteau, condamnant Derek à 8 ans de prison pour détournement de fonds, et Samantha à 5 ans pour dissimulation des produits d'un crime. Après la fin du procès,
un policier m'a autorisé à m'approcher d'eux un instant pour leur remettre les documents finaux. J'ai tendu une feuille de papier à Derek. C'est le jugement définitif du tribunal de la famille, ai-je dit de manière directe. Notre divorce est officiel. À compter d'aujourd'hui, je ne porte plus ton nom de famille, et tu n'as plus aucun droit sur ma vie. Derek a fixé le papier avec des mains tremblantes. Des larmes ont monté au coin de ses yeux épuisés. Vivian, je suis désolé. J'ai tellement mal. J'ai tout perdu. Tu n'as pas tout perdu par coïncidence, Derek. Tu as tout troqué contre ta propre cupidité, ai-je répondu sans une seconde d'hésitation. Puis je me suis tourné vers Samantha, qui regardait toujours vers le bas. Quant à toi, Samantha, ce condo de luxe que tu aimais tant a été saisi par l'État ce matin pour indemniser l'entreprise de Monsieur Yates. Et, ton gars secret, celui que tu as appelé cette nuit-là, il s'est évaporé dans la nature dès qu'il a appris que tu t'étais fait arrêter. Vous êtes tous les deux exactement là où vous devez être. Sans attendre de réponse, je me suis retourné et je suis sorti de la salle d'audience. L'air à l'extérieur du tribunal semblait tellement frais. Le fardeau qui pesait sur ma poitrine depuis 5 ans avait été complètement levé. Le lendemain, ma maison était à nouveau en ébullition. Linda et moi étions dans la cuisine à mélanger des épices pour préparer les commandes de boîtes repas quotidiennes. Soudain, on a frappé à la porte d'entrée. Linda s'est précipitée pour ouvrir et est revenue dans la cuisine avec un air confus. « Vivian, il y a des invités importants à la porte. Il y a Monsieur Taylor, Wyatt, et un homme plus âgé dans un beau costume. Si je ne me trompe pas, c'est le patron de ton ex-mari, a chuchoté Linda. J'ai rapidement lavé mes mains, enlevé mon tablier et je suis allé au salon. Monsieur Yates s'est levé lorsqu'il m'a vu approcher. Il a souri gentiment, totalement différent de son expression furieuse de cette nuit-là. Bonjour, Vivian. Je m'excuse de passer sans prévenir. Monsieur Yates m'a salué et m'a serré la main. Monsieur Taylor et Wyatt m'ont gracieusement accompagné parce qu'il y a quelque chose d'important dont je veux discuter directement. Je vous en prie, Monsieur Yates, Monsieur Taylor et Wyatt. Asseyez-vous. Comment puis-je vous aider, messieurs? Ai-je demandé, les invitant à s'asseoir sur le canapé du salon. Monsieur Yates a regardé autour de ma maison simple mais très propre. Vivian, tout d'abord, je veux te remercier d'avoir sauvé mon entreprise de pertes encore plus grandes si tu n'avais pas exposé les crimes de ton ex-mari. Je serais probablement allé jusqu'à promouvoir un voleur comme directeur de succursale. Pour exprimer ma gratitude et m'excuser qu'un de mes employés t'ait rendu la vie misérable, j'ai une proposition. Monsieur Yates a sorti un contrat commercial de sa veste et l'a posé sur la table. J'ai entendu par Monsieur Taylor que ton entreprise de traiteur est incroyable. Mon entreprise de logistique possède 3 grands entrepôts et 2 immeubles de bureaux dans cette ville, avec un total de plus de 500 employés. À partir du mois prochain, je veux nommer ton entreprise de traiteur comme fournisseur officiel de repas quotidiens pour tous les employés, ainsi que le service traiteur pour les réunions du conseil d'administration. J'ai fixé le document sans y croire. 500 repas en boîte par jour. C'était un contrat de traiteur valant des centaines de fois mes commandes habituelles. Monsieur Yates, c'est une offre massive. Êtes-vous sûr que ma petite cuisine peut gérer cela? Ai-je demandé, la voix tremblant légèrement. Monsieur Taylor a ri doucement. Bien sûr que ta petite cuisine ne peut pas gérer cela, Vivian. C'est pourquoi le contrat comprend un acompte très substantiel. Tu peux utiliser l'argent pour rénover la maison, agrandir la cuisine, acheter de l'équipement commercial moderne et embaucher plus de personnel. Il est temps pour toi de prouver qu'une femme qui a été autrefois sous-estimée peut bâtir son propre empire. J'ai jeté un coup d'œil vers la cuisine et j'ai vu Linda passer la tête de derrière le rideau avec des yeux pétillants et un énorme sourire. J'ai croisé tour à tour le regard de Monsieur Taylor, de Wyatt et de Monsieur Yates. Des larmes d'émotion sont enfin tombées, trempant mes joues, mais cette fois c'était des larmes de pure joie. J'accepte l'offre, Monsieur Yates. Je ne vous décevrai pas, ai-je répondu de manière décisive en prenant un stylo et en signant le contrat. 2 ans ont passé depuis la signature de cet accord. Le temps a filé si vite, apportant des changements extraordinaires à ma vie. Je me tiens dans le jardin devant la maison que mon feu père m'a laissée. La structure principale de la maison reste telle qu'elle était à l'origine, préservant mes souvenirs d'enfance. Cependant, l'arrière et les côtés de la maison ont été complètement rénovés.
Le bâtiment en briques rouges se dresse désormais fièrement comme une cuisine commerciale de haut niveau capable de produire des milliers de repas par jour. Une grande enseigne est accrochée devant la clôture en bois indiquant Vivian Porter Catering. Des dizaines d'employés vêtus d'uniformes propres s'affairant autour, transportant des ingrédients et chargeant des boîtes sur des camions de livraison. Linda, désormais responsable d'étage en chef, est occupée à énoncer le programme de livraison d'une voix forte et enthousiaste. L'entreprise que Derek méprisait autrefois et regardait de haut est devenue le cœur nourricier de dizaines de familles d'employés autour de moi. Je me suis promené paisiblement dans le petit jardin à côté de la maison, ressentant la brise fraîche du matin. J'ai réfléchi à tous les événements qui avaient façonné la personne que je suis aujourd'hui. Monsieur Taylor passe toujours régulièrement pour le café de l'après-midi. Wyatt travaille maintenant à temps plein comme expert en cybersécurité dans l'entreprise de Monsieur Yates. Lauren vit une vie paisible et a récemment été promue. Tout est revenu à son équilibre naturel. Les gens sincères ont récolté les fruits de leurs bonnes actions, et les cupides ont subi les conséquences de leurs actes. J'ai souri en levant les yeux vers le ciel bleu clair sans un seul nuage. Plus de douleur, plus de regrets, et plus de larmes pour le passé. J'ai croisé les bras, me sentant immensément fier de la femme qui se tenait désormais fermement sur ses deux pieds. En repensant au moment où je me tenais, les mains tremblantes, devant cette porte d'hôtel froide, je pensais que cette nuit devant la chambre 069 était le jour où mon mariage, mon avenir et ma vie entière s'étaient brisés sans laisser de traces. Mais il s'avère que je me trompais complètement. Cette nuit-là n'était pas la fin de tout. En fait, c'était le jour où ma vraie vie a enfin commencé. C'est exact.